On va commencer, s'il vous plaît. On va ouvrir la séance. Bien, écoutez, bonjour à vous tous. En pleine forme après les vacances d'été. J'ouvre donc ce conseil communautaire du 21 septembre 2017. Il nous faut tout d'abord un secrétaire ou une secrétaire de séance. Dans les propositions, j'aurai Marie-Agnès Mandin, mais je ne l'ai pas vue. Je ne sais pas si elle est arrivée. Elle est arrivée, Marie-Agnès? Excuse-moi, Marie-Agnès. Donc Marie-Agnès, Joseph Marquis, Michel Lavaux, Dominique Gauvreau. Qui est-ce qui souhaite être... Ah, Marie-Agnès? Ah, pardon, d'accord. OK, donc Marie-Agnès ce soir. Merci beaucoup. Les pouvoirs maintenant... Les pouvoirs, donc, Johan Guilbault qui donne pouvoir à Pierre Careil, Hélène Rodebin donne pouvoir à Joël Bluteau, Dominique Bonin donne pouvoir à Fabienne Parpaillon, Francis Vrignot donne pouvoir à Arnaud Charpentier et Serge Kubrick donne pouvoir à Jacques Gauthier. Voilà. Merci. Dans un premier temps, y a-t-il des observations sur le Conseil communautaire du 27 juillet 2017 ? Non, pas d'observation ? Très bien, je vous remercie. Je vais commencer par un petit point, ou un point important que Pierre-Guy va vous développer. Ça va me dire, bon, c'est bon. Oui, c'était juste pour vous donner une précision par rapport à un mail que vous avez tous reçu, qui est peut-être pas le plus adroit dans ces termes. Alors, je réexplique. Vous savez, vous avez chacun reçu dans vos communes des prospectives qui ont été des prospectives, vous savez, dont on avait décidé la tenue lors d'une assemblée des maires, pour nous permettre de développer une prospective, par contre, qui, elle, est importante pour nous, sur la communauté de communes. C'est-à-dire que, en gros, pour pouvoir faire le pacte fiscal que l'on a à faire, on est parti sur des données qui sont les vôtres, hein, avec les conséquences qui sont des prospectives sur chacune de vos communes. Et ces prospectives, si vous voulez, montrent un petit peu, par rapport aux données que l'on a, ce qui pourrait être, je dis bien au conditionnel, ce qui pourrait être donc votre prospective dans vos communes. Il ne s'agit pas, contrairement à ce qui a été mis dans le mail, c'est pour ça que c'était un peu délicat de le mettre comme ça. Il ne s'agit pas pour vous de valider une prospective. Il suffit de dire, si jamais il y avait quelque chose qui nous était passé à travers sur les prospectives, sur les données qu'on avait et qui vous poserait des problèmes dans les relations avec la communauté de communes à venir, c'est là qu'il faut intervenir. Donc, il s'agit bien entendu pas pour la communauté de communes de vous demander de valider une prospective ou de vous engager sur une prospective. C'était assez maladroit de la manière dont ça a été amené. L'esprit, c'est bien de dire, si jamais il y a un souci dans ce que l'on a vu, nous, comme image, pour projeter dans l'avenir, et ce qui va nous permettre de faire notre prospective, eh bien, à ce moment-là, il faut nous le dire. C'est comme ça qu'il faut l'entendre. Oui, tu voulais pas... Oui, la prospective ne tient pas compte des investissements que vont faire les communes. Mais c'est pour ça. Oui. C'est pour ça que... Alors, comment est-ce qu'on peut le... Alors, est-ce qu'il faut qu'on corrige ce... Non. Alors, pas de correction. La seule chose qu'il faut nous dire, c'est si jamais il y a quelque chose qui vous chiffonne, à condition que ce soit les relations avec la communauté de communes. Si jamais c'est interne à votre commune, ça ne nous regarde pas, il n'y a pas d'ingérence à faire. Par contre, si jamais, dans le pacte fiscal et les échanges qu'il peut y avoir avec la communauté de communes, ça pouvait poser des problèmes, c'est-à-dire si jamais il y avait quelque chose qu'on n'avait pas vu, à ce moment-là, il faut nous faire le retour. Par contre, ça, c'est important, parce que des communes pourraient se trouver dans des situations. Donc, si vous voulez, pour nous, l'image, c'est ça, et de la manière dont ça se projette dans le temps, c'est ce qui vous a été envoyé. Mais c'est l'image que l'on a, c'est pas la réalité des choses, et on ne vous demande pas de valider une prospective et de vous engager sur une prospective. C'est pas du tout ça. C'est par rapport à une donnée immédiate, ce que ça donnerait dans le temps. S'il y a une ligne qui vous pose un problème, il faut nous faire un retour.
Voilà, donc je suis plus précis comme ça, hein, et je rappelle que c'est quelque chose qui avait été décidé par l'Assemblée des maires, hein, et qui avait été validé. Mais c'est surtout le terme de dire, si vous donnez pas de réponse, c'est que vous l'avez validé. C'est pas une question de validation, c'est une question de dire qu'il n'y a pas de coquille, j'allais dire, dans notre vision par rapport aux relations qui existent entre les communes et la communauté de communes. Voilà, c'était une précision qui avait son importance. Quel est l'intérêt pour la communauté de communes de connaître la comptabilité des communes? Non, c'est pour monter un pacte fiscal. Ça, on en avait discuté au moment de la réunion des maires, et on en avait rediscuté en bureau d'ailleurs. C'était de dire tout simplement comment est-ce que pour monter un pacte fiscal qui est un pacte qui est gagnant-gagnant pour tout le monde, si jamais on n'a pas des données qui sont des données immédiates. Hein, c'était tout simplement pour pouvoir faire des propositions. Il ne s'agit pas de faire des ingérences, hein, dans les décisions des communes. C'est tout simplement que comment on pourrait faire pour faire des propositions si jamais on n'avait pas les images immédiates de quelque chose et éventuellement les projections que ça donnerait. Hein. C'est pas du tout de la curiosité ou des choses. D'ailleurs, bon, ce sont des documents qui sont confidentiels, restés en interne et qui resteront en interne, hein, surtout. Je veux dire, il n'y a pas de... d'autant plus que si jamais il n'y a pas d'intervention de choses comme ça, ce sont des choses qui n'ont pas de réalité en tant que telles, puisqu'elles dépendent de la décision des communes. La seule chose, c'est qu'on peut être sûr à ce moment-là que l'échange qu'il va y avoir dans l'avenir entre les communes et la communauté de communes, par rapport aux lignes, et je dis là, ligne par ligne, hein, sur les relations et les compétences qu'il peut y avoir l'un avec l'autre, ça pourrait vous poser un problème, mais ça, il faut nous le dire, parce que sinon, a priori, parce qu'une fois que ça va être voté, ça va être voté. On ne va pas plus pouvoir revenir en arrière. Donc voilà, l'image, nous, qu'on a brute de pomme comment dirais-je, des différents budgets, c'est celui-là. Mais je dis bien brute de pomme. Hein. Et donc, c'est à vous éventuellement de nous dire, attendez, ça par contre, ça va me poser un problème dans la relation avec la communauté de communes pour telle ou telle raison qui nous échappe aujourd'hui. Hein. C'est ça le but du travail. Oui, Pierre-Guy, tu parlais de faire ça va servir à la communauté de communes à faire des propositions. Mais faire des propositions de quel ordre et justement, sur quelle chose? C'est tout le travail qu'on a à faire, puisque dans un pacte fiscal, on s'est mis d'accord pour que dans le montage que l'on va avoir de notre pacte fiscal, il ne faut pas que les communes y perdent et que la communauté de communes y perde. Hein, qu'on soit un petit peu comme on a fait jusqu'à maintenant. La seule chose, c'est qu'on va rentrer un petit peu dans le dur. On va rentrer non pas seulement sur les échanges qu'on peut avoir au niveau fiscal, mais ce qu'il peut y avoir donc, dans l'avenir, sur les projections, sur les retenues, etc. Et ça, pour nous, c'est important de le savoir dès le départ pour éventuellement corriger quelque chose. Oui. Alors tout à l'heure, tu as dit il faut bien rectifier parce que quand ce sera validé, ce sera trop tard. Donc tu confirmes bien que ça va être validé. Ah bien sûr. Oui. Le pacte fiscal va être validé. Non, mais que sinon on ne pourrait pas tourner. Ces chiffres-là, ces chiffres qui sont sur ces fiches. Non, tu ne m'as pas compris. Ce qui va être validé, ça va être le pacte fiscal qu'on va faire, pas les chiffres. Les chiffres individuels, et je le dis et je le répète, c'est pour ça que c'est important que je voulais faire cette mise au point. Les chiffres tels qu'ils sont, c'est qu'on a pris les chiffres qui nous ont été donnés aujourd'hui avec ce que ça donnerait si jamais il y avait une projection, mais sans autre modification de la part des collectivités. C'est pour ça que je dis, je ne vous demande pas de valider ce qui a été donné. C'est uniquement une image qui est une image mathématique, systématique, on va dire, par rapport à des données. D'ailleurs, vous avez vu, hein, on a mis les augmentations du 0,11, du 0,12, etc. Hein, il peut y avoir des réalités qui sont des réalités différentes. Et dans ces réalités différentes que nous, on ne connaît pas, il peut y avoir un point sur le pacte fiscal que l'on va mettre en place qui pourrait poser un problème à la commune. Et c'est ça qu'on veut éviter. Donc c'est dans cet esprit-là qu'il a été envoyé. Alors, jusqu'au moment où on va voter le pacte fiscal, il est évident qu'il y a toujours une intervention possible. Donc les choses, on va les construire petit à petit. Mais si jamais vous n'aviez pas, vous, l'image qu'on avait au départ, vous ne pourriez pas non plus rectifier. Vous comprenez la manière dont on a travaillé. Et c'est vrai que ce terme qu'il y avait dans le mail de dire valider, si jamais vous ne répondez pas, ce sera validé tel quel, c'est validé dans l'image qui est donnée aujourd'hui. Par contre, le jour où le pacte fiscal, où notre fonctionnement sera voté, il sera voté. Hein, c'est pour ça que c'est important de regarder ça de près. Voilà. Donc, Nicolas. Personnellement, je pense bien répondre avec KPMG. Pourquoi? Parce qu'il a pris en référence 2016. Et après, Tu prends ton micro. Oui, je compte bien répondre à KPMG
Sur l'étude qu'il a sur sa prospection sur les communes, il a pris en référence le compte administratif de 2016 et il est parti sur 5-6 ans. C'est ça. Moi, je ne suis pas trop d'accord, donc je lui fais la remarque prochainement parce que 2017, l'évolution de 2017. Non, mais entendons-nous bien, c'est une image, mais c'est nous l'image qu'on a aujourd'hui. C'est justement ce qui est important, c'est que si jamais ça ne reflète pas la réalité, il faut nous le dire. Parce que si jamais ça ne reflète pas la... Alors, bien sûr, pas dans le temps, puisque là, c'est mathématique. D'ailleurs, vous avez vu, par exemple, quand on dit on va avoir une augmentation, je ne sais plus le chiffre en tête, mais de 1,5% du 0,12, si jamais certaines communes ont décidé de diminuer son personnel pour une raison X ou Y et qu'il en a les moyens, le 0,12, il va baisser. Mais ça, bien entendu, nous, on ne doit pas s'en mêler. Hein, c'est la décision de la commune. Par contre, bon, ces modifications, c'est pour dire tout simplement que nous, on va travailler et on va faire des propositions sur ces prospectives brutes. Voilà. Alors, il va y avoir des plus, il va y avoir des moins, bien entendu, dans différentes communes. Mais s'il y a une commune qui se trouve pas du tout en phase avec une ligne qui regarde les relations avec la communauté de communes, il faut nous le dire. Parce que sinon, on ne pourra pas le rectifier. Moi, juste pour compléter, effectivement, alors sur le bien fondé de la demande de KPMG et sur l'intérêt du pacte fiscal, bien évidemment, je suis absolument favorable. Mais c'est vrai qu'on est sur une étude macro. Aujourd'hui, on fait une prospective macro qui ne correspond absolument pas dans le détail à chaque collectivité. Bon, on fait une prospective avec une TH dont on ne sait pas quels seront les... Bah oui, mais c'est demain, donc une évolution à 1,6. Donc là aussi, pour se projeter, ça me paraît un peu compliqué. Pour prêcher pour ma paroisse, on a une taxe de pâturage qui représente une somme non négligeable. On ne sait pas si demain les MAEC seront toujours attribués, ce qui veut dire que là encore, il y a forcément des données et des recettes qui seront autres. La fin des contrats aidés, on le sait, sera forcément, pour ce qui me concerne, un impact aussi sur le 0,12. Enfin, si on va dans le détail, moi la prospective, on est sur du macro, j'ai regardé, hein, ça ne me va absolument pas, j'ai préparé une liste longue comme le bras pour KPMG. Si effectivement l'idée c'est demain de mettre en place un pacte financier et fiscal, je crois qu'il est surtout important de dire aux communes, passez du temps sur cette prospective, parce que si vous n'allez pas dans le détail, vous risquez d'avoir demain des surprises. Enfin, c'est le message qu'on entend en creux. Donc je suis ravi d'avoir déjà commencé ce travail-là, mais il faut le pousser. Et après, oui, non, mais on est bien d'accord. Bon, c'est pareil, sur l'attribution de compensation, on se projette sur une attribution de compensation qui a déjà évolué, qui va déjà évoluer ce soir, qui ne sera pas la même dès cette année. Donc, je veux dire, c'est vraiment, c'est très macro leur prospective. Et du coup, quand on sait l'intérêt que ça peut avoir demain pour nos collectivités, je trouve que ça mérite quand même d'être un peu plus pointu sur le sujet. Voilà. Sur le bien fondé, on est d'accord. Hein. Le truc, mais c'est justement, si vous voulez, la complexité du travail, parce que on va être clair. Ce qui est vrai pour la commune est bien sûr vrai pour la communauté de communes. Moi, j'avoue que la prospective qui m'a été envoyée, c'est la même chose, parce que, étant à frôler les 10 000 habitants, à l'heure actuelle, je ne sais pas si ce que je vais avoir au mois de décembre va me remettre au-dessus de 10 000 habitants ou en dessous. Puisque il y a les histoires des doubles comptes, ça dépend de la manière dont ils disent. Et j'ai 300 000 € de différence de dotation d'un côté et de l'autre. Donc, bien sûr qu'on peut difficilement faire un prospective, mais il faut savoir que aussi tout ce qui est dotation de l'État auprès de la communauté de communes, elle va évoluer exactement de la même manière. Hein. Donc, bien sûr qu'on est dans le flou. Toutes les collectivités sont dans le flou. Maintenant, tout ce qu'on pourra anticiper un maximum, il faut l'anticiper. Moi, je suis intimement persuadé que on va voter un pacte fiscal, que dans les modifications qu'ils vont faire, que ce pacte fiscal, mais ce sera une discussion autour de l'Assemblée, et ce sera de nouveau un travail qui est un travail important, il y aura des évolutions qui seront des évolutions possibles, mais pas immédiates. Or, il nous faut travailler immédiatement. Hein, alors je réponds un petit peu à ce que tu disais tout de suite. Une fois qu'il sera voté, il sera définitif, sauf si jamais, bien entendu, il y a un nouveau travail qui fait que l'ensemble de l'Assemblée va aller dans un autre sens. Mais ça veut dire encore des prospectives, du travail, etc. Ça va mettre 1, 2 ans, 3 ans à se faire. Pendant ce temps, on fonctionne comment ? Hein, c'est ça qui va être en fait la quadrature du cercle à faire dans les mois et les années à venir. Mais ça ne dépend pas, du coup, ni de la communauté de communes, ni des communes. Ça dépend des pouvoirs régaliens et de savoir un petit peu de la manière dont on navigue tous dans le flou à l'heure actuelle. Hein, on est bien d'accord. Hein. C'est bien la grande difficulté. Ça n'aura aucune incidence sur les aides apportées à la communauté de communes aux communes.
je parle des fonds de concours et des choses comme ça jouera pas, tu sais, quand on va... Si. Non, parce que ça, c'est un vote coup par coup. D'accord. Mais quand il y aura des demandes. C'est bien de le savoir, hein, parce que... Oui. Non, mais j'avoue que c'est vrai que ça nous a un peu alertés. Nous, on s'est dit, qu'est-ce qu'ils cherchent à... Donc nous, on a bien entendu répondu, on a donné des explications, j'ai même téléphoné avec la GMP parce que je ne comprenais pas trop. Elle m'a expliqué un petit peu ce que c'était, étant donné qu'on a pris la décision ici de le faire. Hein, on ne va pas revenir sur la décision qui a été prise. Mais c'est vrai que quand on a pris cette décision, on n'avait pas trop compris ce que c'était. Hein. J'avoue que... Non, mais il faut dire la vérité. C'est la vérité. Mais c'est pour ça qu'on tenait à faire cette mise au point ce soir, pour bien fixer les choses, parce qu'on a compris qu'il y avait quelques maires qui, du coup, n'avaient pas cerné tout à fait quelle était la proposition qui avait été faite et quel était le but sur toute la manœuvre. Oui, d'accord. Voilà. Oui. Mais oui, quels seront les grands axes de ce pacte fiscal? Parce qu'on ne les connaît pas, en fait. Pour l'instant, non. Moi non plus, personne ne les connaît. C'est justement à la sortie de ces études qu'on va faire des propositions, qu'on va les discuter et ensuite on va les voter. Mais aujourd'hui, c'est bien pour ça qu'on demande des données. C'est pour pouvoir les développer et les proposer. Oui, mais je veux dire, les axes du pacte fiscal, ils vont porter sur quoi? Sur les taux de fiscalité des collectivités, sur les aides dont parlait M. Non, ça va être de la manière dont on va le faire, dont on va discuter les collectes, hein, et les manières dont... quelles sont éventuellement les ressources. Et surtout, j'allais dire quelque part, parce qu'il y a aussi des compétences que peut-être les communes voudront ou garder ou donner, etc. Bon, tout ça, il faut qu'on puisse avoir toutes les données pour pouvoir avancer, faire des propositions. Mais je rappelle que le décisionnel, c'est ici. Hein, c'est-à-dire c'est l'Assemblée communautaire et chacune des communes individuellement. Hein, donc il faut bien qu'on ait les données de chacun pour pouvoir faire des propositions. Il ne s'agit pas, je le dis et je le répète parce que ça pourrait être senti comme ça, il ne s'agit pas de la part de la communauté de communes de tenter de faire de l'ingérence pour imposer des choses. Ce n'est pas du tout. Il faut au contraire qu'on s'imprègne un maximum des besoins des communes pour pouvoir répondre à cette demande. Et alors, quand on parle du pacte fiscal, c'est que, bien sûr, la fiscalité, c'est ce qui, globalement... Alors, c'est peut-être pas un bon mot, hein, le pacte fiscal, parce qu'il va beaucoup plus loin que ça, mais c'est de la manière dont on va fonctionner dans les échanges financiers demain entre la commune et la communauté de communes, de manière à ce que tout le monde s'y retrouve. C'est ça, le véritable enjeu. Et qu'on retrouve la solidarité et l'équité. Oui, c'était... En fait, vous savez bien, quand on a décidé de faire un pacte... Dès le départ. Voilà. C'était vraiment le but premier, et c'est le but, la finalité du pacte fiscal et financier, c'est en effet de voir, je veux dire, s'il y a des inégalités. Enfin voilà, c'était le but, et ça on l'a travaillé dès le départ, parce que quand on a commencé à voir un petit peu comment est-ce qu'on fonctionnait les uns les autres, ont été mis en exergue des différences, parfois qu'on ne comprenait pas, et ce pacte fiscal et financier, il est vraiment là justement pour mettre à plat les inégalités, voir aussi nos ressources pour les futurs équipements. Enfin voilà, c'est vraiment une synthèse globale et dans un souci, en effet, d'équité et de travail sur les 44 communes avec la même capacité à apporter ou à recevoir de la communauté de communes. C'est vraiment le travail, c'est vraiment la volonté finale de ce pacte fiscal et financier, et il est importante pour qu'on travaille tous dans la même direction et qu'on puisse avoir notre source, nos capacités aussi d'investir, nos capacités... Non mais c'est vraiment le but. Par exemple, une des grandes discussions, parce que j'entends bien. C'est pour ça qu'on compte là-dessus aussi, nous, notre commune, pour avoir un rééquilibrage. Non, mais c'est bien l'objet. Alors il y a ça, il y avait les histoires des taxes additionnelles, donc des communautés de communes qui touchaient beaucoup plus que nous, on pouvait toucher dans les pays nés de la mer, parce que sur les compétences, ils les mettaient directement sur la fiscalité. Bon, il faut vraiment qu'on remette tout à plat, justement, pour qu'on soit le plus égalitaire possible vis-à-vis des collectivités. C'est un gros travail. Oui. Mais pour ça, il nous faut toutes les données. Voilà. Donc voilà, je pense que c'était primordial de faire ce point en début de séance. On va donc aller vers le point numéro 1. Oui, bien sûr. Alors le point numéro 1, c'est donc le transfert de la compétence eau au 1er janvier 2018. Jam, tu veux y aller? Bien, bonsoir à tous. Voilà, pour boire un petit coup d'eau. Alors, dans la délibération, vous avez toute une partie qui est assez longue, qui explique un petit peu donc, les risques de prendre cette compétence eau optionnelle au 1er janvier 2018
par rapport au discours que nous a tenu les services de l'État. Donc je ne vais pas m'étendre sur ce point-là, simplement dire qu'il y a eu un peu de revirement qui nous a un petit peu promené. Et là aujourd'hui, donc si on apprend donc le 21 septembre, c'est parce qu'il restera 3 mois aux communes pour donner leur avis, et donc on sera avant le 1er janvier. C'était l'objectif final. Je ne dirais qu'une seule chose des services de l'État, qui malheureusement, j'ai de la compassion pour eux au bout d'un moment, en espérant que les réponses d'aujourd'hui qu'ils nous font, qui sont différentes de celles d'hier, d'ailleurs contraires, soient les mêmes que demain. Et ça, j'en suis encore pas certain. Donc voilà, donc la compétence eau, c'est un transfert de la compétence eau potable. Alors, la prise de la compétence production d'eau potable par Vendéo en lieu et place des précédents syndicats d'eau potable et de compétences à la carte. Donc, et d'adapter en conséquence sa gouvernance en créant des conseils locaux prenant l'appellation de conseils locaux Vendéo. Voilà, et d'accueillir les EPCI à fiscalité propre titulaires de la compétence eau potable. Donc cette compétence prise au 1er janvier 2018, elle était obligatoire en 1er janvier 2020, donc on anticipe. Alors elle émane de la loi NOTRe. La loi NOTRe a joué donc sur les syndicats d'eau potable locaux, qui eux donc tombaient sous le coup de, s'ils ne représentaient pas plus de 2 communautés de communes, ils étaient dissous. Donc il y en avait 2 en Vendée qui étaient dissous sur les 11. C'était donc le Olonne et Talmondet et le syndicat du Marié, la veille du Marié. Et donc Vendéo a pris le contraire, c'est-à-dire a proposé de dissoudre les 11 syndicats d'eau potable, de production d'eau potable. Vous savez très bien comment ça se passe. Donc dans les années 50, a été créé des syndicats intercommunaux, voire communaux certains, mais qui sont vite regroupés en syndicats intercommunaux. Et puis, en 98, a été créé, au lieu et place du syndicat départemental de la Vendée, Vendéo, qui a, c'est même pas en 98, je crois que c'est en 2005 que Vendéo a été créé, mais c'est avant, c'était un syndicat départemental qui regroupait 22 syndicats et quelques communes. Il manque toujours La Roche-sur-Yon et 2 communes au nord, Saint-Philbert-de-Bouer et Roche-Servière, je crois qu'ils sont raccordés au 44. Voilà, donc ça c'était l'histoire. Aujourd'hui, l'histoire se bouscule. Des 11 syndicats, ce qui est proposé, c'est qu'il y ait les 19 intercommunalités soient adhérentes de Vendée, dont l'Île-Dieu. Et puis les communes dans la couronne lyonnaise, tant que l'agglo n'est pas choisi encore, le choix entre conserver le secteur de La Roche-sur-Yon, Moulins-Papan, ou le transfert à Vendéo. Voilà, donc les compétences qui sont prises, c'est eau potable. Donc Vendéo exerce en lieu et place des communes et EPCI adhérents de la production par captage ou pompage, de la protection du point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine. Il intervient dans le domaine de la protection des ressources en eau sur les bassins versants et les périmètres de protection des points de production d'eau potable. Alors, il exerce aussi les prérogatives de maître d'ouvrage des équipements de production et de distribution d'eau potable dont il est propriétaire. Il est maître d'ouvrage de l'ensemble des travaux d'entretien, de renouvellement, de renforcement, d'extension des réseaux et des ouvrages. Donc là, ce qui a rejoint aujourd'hui Vendéo, c'est bien la production qui était affectée au syndicat d'eau potable. D'autre part, dans ses compétences obligatoires, il prend en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, mais bien sur ses aires d'alimentation des points de prélèvement dont il est propriétaire aujourd'hui, ou qu'il intégrerait dans son patrimoine à l'avenir. En clair, la GEMAPI, c'est un peu compliqué. Il y a 4 items, le 1, le 2, le 5 et le 8 de l'article L211-7 du Code de l'environnement. Donc vous le regarderez ce soir en rentrant. Et puis lui, il prend que le 2 et le 5, puisqu'il n'y avait pas grand monde pour prendre la lutte contre les inondations au niveau de ces barrages. Et donc il souhaite conserver ses prérogatives sur ses territoires uniquement et sur ses ouvrages. Voilà, donc il intervient après sur d'autres compétences partagées, évidemment, l'approvisionnement en eau, la lutte contre la pollution, etc. Les autres items de ce même article. Après, il intervient sur l'action sociale dans le domaine de l'eau potable. On a mis ce qui s'appelle l'action sociale dans le domaine de l'eau potable et plus je ne sais plus comment ça s'appelle, le Fonds de solidarité logement, puis la tarification sociale qu'a été mise, qui était un des premiers départements à le mettre, puisque c'est les collectivités qui ont fait ça, c'est plutôt des villes.
Il intervient dans la coopération internationale, donc avec des participations financières, des projets d'aide au développement dans le domaine de l'eau et pour l'aide humanitaire d'urgence pour le rétablissement de l'eau à la suite de catastrophes naturelles. C'est le cas en ce moment. Il intervient aussi dans un domaine que vous allez entendre de plus en plus parler, c'est la réutilisation des eaux usées traitées. Il y a un projet d'envergure à peu près européen au niveau des sables d'Olonne. Et il adhère aussi à des organismes dans le périmètre de ses compétences obligatoires. Donc il peut adhérer à des syndicats mixtes, il peut adhérer à des SEM, etc. Voilà, ça c'est le premier pôle. Le deuxième pôle, il prend des compétences à la carte, là qui peuvent intéresser les collectivités, et d'ailleurs qui ont été sollicitées par les collectivités. Donc c'est pas Vendéo qui a dit je vais les faire, quoi. Non, certaines collectivités EPCI l'ont demandé. Alors la plus importante qui peut nous intéresser demain, c'est en matière d'assainissement collectif. Donc Vendéo exerce le contrôle technique de l'exploitation, station et canalisation, la compétence assainissement collectif. Il peut prendre la compétence totalement ou faire des prestations. Il peut aussi intervenir dans l'assainissement non collectif. Donc là, on a déjà, nous, expérimenté cette aide, mais pour l'instant gratuite, puisqu'on fait des tests avec eux. Il intervient en matière de protection incendie, donc il peut aussi intervenir sur ce thème-là. Il a pris aussi, à la demande d'un EPCI, en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations sur les autres articles, mais il ne souhaite pas trop se développer sur ce domaine-là. Il laisse ça plutôt au syndicat mixte. Autrement, il y a des conventions de mutualisation conclues avec ses membres, etc. Voilà, l'administration qui est prévue, c'est un comité syndical. Donc, c'est les délégués des EPCI. Donc, en janvier, nous aurons à désigner les nouveaux membres délégués à Vendéo. Son nombre de 4 sur notre territoire. Nous étions 6 avant. Donc il n'y en aura que 4 qui seront désignés, puisque ça a été fait par le nombre d'habitants. Voilà. Et après, donc, toutes les communes vont désigner des membres pour être élus dans ce qu'on appelle les conseils locaux Vendéo. Et nous, donc, on aura le fameux conseil local sur notre territoire, parce qu'on aura deux conseils locaux. Un qui sera au nord, ceux qui étaient habitués à travailler avec l'Angle de Guignard, qui s'appelle le conseil local Les Bocages, et le sud, avec une petite dizaine de communes du Moutirois, enfin de Vendée Grand Littoral, c'est ça? Voilà, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle maintenant. Donc une dizaine de communes, et l'ensemble des autres communes de notre territoire, donc, qui sera dans le conseil local Les Littoral. Voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à rajouter sur ce point-là. Moi, je réponds aux questions, si vous le souhaitez. Donc la délibération, Madame la Présidente, soumet qu'on transfère la compétence à compter du 1er janvier 2018. Y a-t-il des questions, s'il vous plaît? Oui, je voulais savoir pourquoi on la prend au 1er janvier 2018 et pas en 2020. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Il y avait donc le choix que 2 communautés de communes, deux syndicats étaient dissous, et donc on a anticipé, franchement, donc, cette compétence. Et d'autre part, elle peut être très intéressante pour certaines collectivités, puisque la DGF bonifiée, donc il faut les 9 compétences sur 12. Et donc c'est un choix qui a été fait par Vendéo d'aller plus vite que ce que nous propose la loi. Et vous savez comment fonctionnaient déjà les syndicats d'eau. Les syndicats d'eau produisaient l'eau sur les ouvrages qui leur appartenaient et la vendaient à Vendéo à un prix qui était déterminé par Vendéo pour équilibrer ses budgets. Donc c'était déjà un petit peu dans les faits aujourd'hui, donc on finalise quelque chose qui... c'était plutôt ce fonctionnement qui existait avant. Donc quand on pose la question à ceux qui tournent au robinet, ils ne savent même pas qui s'occupait de quoi. Y a-t-il d'autres questions, d'autres observations? Non? Donc je vais mettre au vous. Ah pardon, excuse-moi. Oui, là on est sur on prend une compétence facultative. Optionnelle. Les compétences optionnelles, elles n'ont pas qu'une durée d'1 an. C'est pas des compétences facultatives ont une durée de 2 ans. Non. Elle sera compétence optionnelle de 2018 à 2020 et elle deviendra obligatoire après. Ouais. Vous n'entendez pas. De toute façon, elle est optionnelle pendant 2 ans. Elle sera optionnelle pendant 2 ans. Oui, voilà. Elle devenait obligatoire en 2020. Et elle sera obligatoire. Non, le risque était ce qu'on a évoqué au début, c'était qu'on perde la dérogation qui nous permettait de choisir entre les compétences facultatives et optionnelles sur toutes les autres. Et là, ça a été levé par l'État, donc on peut bien prendre ces compétences optionnelles avant. Alors, on est les derniers de la classe.
Il reste que plus que le Montaigu-Rechervière a délibéré le 27, toutes les autres, et si on ne délibère pas aujourd'hui, si les 3 mois donc, seraient passés jusqu'en janvier, il y avait un risque de recommencer toute la procédure sur l'ensemble des autres collectivités, où là déjà toutes les autres collectivités ont délibéré favorablement, et y compris donc une grande majorité des communes vendéennes. Donc il y avait urgence de le passer ce soir. Y a-t-il d'autres questions, s'il vous plaît? Non, dans ces cas-là, je vais mettre aux voix, ça ne tombe pas. Donc, je vous propose donc, que la communauté de communes Sud-Vendée Littoral prenne la compétence eau à compter du 1er janvier 2018. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? 2 abstentions. 3, pardon. Excusez-moi. Merci. Donc, 3 abstentions. Le point suivant concerne les délégations de pouvoir concernant la mise à disposition de biens immeubles de la communauté de communes. En effet, la communauté de communes est très souvent sollicitée par des associations ou des établissements scolaires pour la mise à disposition à titre gratuit de bâtiments lui appartenant ou dont elle en assure la gestion au titre de ses compétences. Pour ce faire, donc, une convention doit être passée à chaque mise à disposition. Donc, il vous est proposé de me donner délégation de pouvoir pour conclure toute convention de mise à disposition des biens immeubles, propriété de la communauté de communes ou mis à sa disposition dans le cadre des transferts de compétences accordés à titre gratuit aux associations et aux établissements scolaires. Y a-t-il des observations? Non. Donc, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Le point numéro 3, je passe la parole à Joseph. Oui, le point numéro 3 concerne le transfert des zones d'activité économique. En application de la loi NOTRe du 7 août 2015, donc la compétence relative aux zones d'activité économique est transférée aux EPCI à fiscalité propre au 1er janvier 2017. La notion d'intérêt communautaire qui entourait auparavant la compétence économique des EPCI ne lui est plus rattachée. Ainsi, la loi NOTRe consacre l'ensemble des intercommunalités à fiscalité propre comme les maîtres d'ouvrage exclusifs pour la création, l'aménagement, l'entretien et la gestion des zones d'activité à caractère industriel, commercial, tertiaire, artisanal, touristique, portuaire ou aéroportuaire. En l'absence de définition législative, réglementaire ou jurisprudentielle, l'identification de la présence ou non d'une zone d'activité économique suppose l'examen au cas par cas de plusieurs critères, à savoir le potentiel de développement de la zone, le classement au PLU, donc les zones classées à vocation économique au plan local d'urbanisme, la vocation de la zone, à savoir industrielle, tertiaire, artisanale, l'initiative et la gestion publique, c'est-à-dire la création et la zone de l'opération d'aménagement sont d'initiative publique. La zone d'activité nécessite une intervention publique. D'autre part, une entité parcellaire multiple, à savoir que le nombre d'entreprises sur la zone doit être supérieur à 1. Et la continuité territoriale du périmètre. Les zones constituent un ensemble propre. Donc, au vu de ce qui précède, donc, les zones d'activité économique communautaire transférées à compter du 1er janvier 2017 seront les suivantes. Donc, je vais vous les énumérer. Donc, sur Chaillé-les-Marais, la zone de la Butte, Champagné-les-Marais, la zone Les Versaines, Accorpes, les Noués, la Bretonnière-la-Clé, il y a 2 zones, à savoir les Guigneries et Maurepas, la Caillère-Saint-Hilaire, la zone artisanale de la gare, à la Réorte, le Champ-Marotte, à la Jeudonnière, la zone artisanale route de Paris, à la Taillée, la Tublerie, à Guyon-sur-Mer, il y a également 2 zones, la zone nord-est et également la zone du Super-U, à l'île d'Elle, la zone située rue des Ponts-Neufs, à Mareuil-sur-Lay, les Bourrelières, à Moreuil, Château-Musset, à Nallier, les Plantes, à Puravoux, la zone Les Tourterelles, à Sainte-Gemme-la-Plaine, donc la zone de Moc-Panier, la zone de Champrovent et la zone de Champereau, Sainte-Radégonde-des-Noyers, la zone de la Vigne des Ormeaux, à Saint-Jean-de-Beugnier, le Vigneault,
À Saint-Hermine, la zone des Noux et la zone des Terres Douces, et à Vouilly-les-Marais, la zone du pont Grenouille. Ce qui fait 24 ou 25... 24 zones d'activité. Alors, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers ainsi que le périmètre exact de chacune des eaux transférées seront déterminés dans le détail lors de l'inventaire des biens apportés à la communauté de communes Sud-Vendée Littoral en termes d'équipement, de réseaux et de terrains accessibles au cours de l'année 2017, conformément à la possibilité prévue par l'article 5211-18 du Code général des collectivités territoriales. Donc, il vous est proposé de transférer à la communauté de communes Sud-Vendée Littoral les zones d'activité économique que je vous ai mentionnées ci-dessus et d'autoriser donc Madame la Présidente à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. Donc Madame la Présidente va vous soumettre ces délibérations après. Voilà. S'il y a des questions. Y a-t-il des questions? Oui. Alors, c'est pour ça que tu avais 22. C'est pour ça que j'avais 22. C'est pour ça que tu avais 22. Voilà, merci. Merci Frédéric. Ah, il y a une autre question là-bas. Oui. Oui, Nathalie. Oui, et à Corp, ce n'est pas les noués, mais les nous. Donc, merci. D'accord. Oui, vas-y. Toutes les zones ne sont pas transférées? Il y en a qui y étaient déjà. Il y a déjà des zones qui étaient déjà intercommunales. Oui. Sur ta commune, elles étaient déjà... sur Château-Guibert, c'était déjà intercommunal. Et aux îles du Oui. Marais. Donc c'est pour ça qu'elles... Et sur les îles, enfin sur tous les territoires, il y en avait qui étaient déjà intercommunales. Intercommunal, oui. C'est pour ça. Voilà. Y a-t-il des questions? Non. Donc, dans ces cas-là, on va mettre aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Merci. Le point suivant, la CLEC de 2017. Donc c'est Pierre qui vous en parle. Voilà, donc il s'agit aujourd'hui de valider, si vous en êtes d'accord, le travail, donc le rapport de la CLEC pour cette année. Alors la CLEC, bien sûr, sera évolutive dans les temps à venir, en fonction justement des décisions qu'on aura à prendre et des différentes choses qui vont être transférées et dans le pacte fiscal dont on parlait tout à l'heure. Donc là, il s'agit de valider par rapport à 2 points qui sont 2 compétences. C'est la compétence création, aménagement, entretien de la gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire et aéroportuaire. Et la deuxième, la compétence plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant compte de la carte communale. Alors, ça a créé quelques discussions avec des rectifications de chiffres. Bon, je pense qu'on est arrivé à un consensus, puisque en fait la CLEC a voté à l'unanimité donc le rapport qui a été présenté. Alors, vous savez que nous on présente ceci, et pour que ce soit validé, il faut qu'il y ait les 2/3 des communes qui représentent plus de la moitié de la population, ou la moitié des communes qui représentent plus de les 2/3 de la population, qui votent pour. Donc la décision vient maintenant du côté des communes, et elles auront donc 3 mois à partir du moment où la présidente va transférer donc ces montants. Alors les montants, vous avez les montants d'attribution, alors définitif 2017, ça ne veut pas dire définitive ad vitam aeternam, puisque là on aura d'autres discussions à faire en fonction des compétences à venir. Et donc vous avez ces montants qui sont là. Et il vous est proposé d'approuver le second rapport de la tête en date du 12 septembre 2017 tel qu'annexé à la présente délibération, et d'arrêter les montants des attributions de compensation définitive pour les communes membres de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral au titre de l'année 2017 tel que présenté dans le tableau ci-dessous. Madame la Présidente. Y a-t-il des questions ou des observations, s'il vous plaît? Oui. Sur les coûts estimés pour le PLUI, oui. Ça nous paraît quand même un petit peu surréaliste. Ça fait énorme. Il n'y a pas eu de réflexion sur la CLEC. Enfin, il y a eu une réflexion sur certains montants pour lesquels on a montré que finalement, en particulier donc les coûts d'études, qui étaient validés. Après, il y a eu un choix qui a été fait en fonction de plusieurs critères et qui a été proposé, sur lesquels la totalité, l'unanimité donc, de la commission locale d'évaluation des transferts s'est arrêtée, qui était donc... En fait, on avait un montant l'unanimité, je ne pense pas, Pierre Guy.
Le soir, quand on a posé la question, il y avait eu l'unanimité. Il n'y a pas eu de contre ni d'abstention. Non, sur le soir, il n'y a eu aucune... Sur la CLECT, il y a eu l'unanimité. Je suis désolé, mais je le dis. Hein, oui, sur la CLECT, oui, il y a pas eu sur la CLECT, il y a eu l'unanimité. Alors, le montant... il n'y avait pas unanimité sur le PLUI. Sur la CLECT, oui. Sur le PLUI, il y a eu discussion, mais sur la CLECT, il y a eu unanimité. On est bien d'accord. Hein, il y a eu débat, et sur le vote, il y a eu unanimité. En fait, le montant sur le PLUI, hein, c'est la DDTM qui nous donne les montants, ensuite, qui est évalué à 18 000 € par commune pour construire le PLU. Alors sur des communes, hein, ce n'est pas ces montants-là, sur d'autres, c'est beaucoup plus. Donc voilà, c'est la solidarité aussi du territoire pour construire ce PLUI. Y a-t-il d'autres observations? Non, dans ces cas-là, je vais vous proposer donc d'approuver ce second rapport de la CLECT en date du 12 septembre 2017. Y a-t-il des voix contre? Y a-t-il des abstentions? Alors, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 abstentions. Très bien, je vous remercie. Le point suivant, c'est toujours Pierre Guy sur la cotation foncière des entreprises. Voilà, alors on va avoir plusieurs délibérations qui vont se suivre, où il s'agit de proposer des exonérations en faveur de types d'établissements. Alors bien sûr, ces exonérations sont autorisées et validées par le Code général des impôts. Je disais au moment du bureau que la cruauté voulait que ce soit celui qui tient les finances qui présente ces exonérations. Mais c'est ainsi, il faut savoir que si on les propose aujourd'hui, c'est parce que aussi on est dans un cadre concurrentiel vis-à-vis d'autres communautés de communes. Et puis aussi parce qu'il y a certains secteurs de l'économie qui, sans ces exonérations, ne pourraient pas survivre sur notre territoire. Donc, je vais commencer donc par la première, en parlant des librairies indépendantes de référence. Hein. Alors, l'exonération, elle est sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour la fraction taxée au profit de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Je ne vous le relirai pas à chaque fois, hein. On est dans le même cadre. Et il faut qu'on prenne la décision avant le 1er octobre pour que ce soit appliqué l'année d'après. Donc, il vous est proposé d'exonérer de cette cotisation foncière pour le 1er janvier de l'avenir à venir les entreprises donc, de label librairie indépendante de référence et bien sûr de charger la précédente de notifier cette décision aux services préfectoraux. Je vous rappelle que ça, c'est une décision qui avait été prise parce que ça permet aux librairies indépendantes de survivre, qui sont des lieux de culture qui sont très, très prisés. Et c'est une décision qui est quasiment prise par toutes les collectivités françaises. Madame la Présidente. Y a-t-il des questions? Non, donc si vous voulez bien, on va le mettre aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Non, je vous remercie. Une délibération suivante. Alors là, il s'agit des exonérations en faveur des entreprises de spectacles vivants, alors dans les mêmes conditions dont on parlait tout à l'heure. Vous avez la liste de ces établissements exonérés. Je ne vais peut-être pas vous en redonner la liste. Bon, vous voyez, on les met tous à 100%. Hein, par contre, on pourrait faire moins. Mais là aussi, je pense que ce sont des lieux de culture importants. Bon, les théâtres nationaux, on les a pris. On a pris la délibération. On n'a pas de théâtre national sur notre territoire. Pas encore. Peut-être qu'un jour, ça viendra. Faut l'espérer. Donc, y a-t-il des questions? Non. Donc, y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Non, je vous remercie. Délibération suivante. Alors, délibération suivante, alors là, il s'agit d'une délibération qui est assez importante sur notre territoire, du fait de la difficulté de recruter des professions médicales et paramédicales. Et il s'agit d'exonérer donc des catégories, certaines catégories, donc médecins, auxiliaires médicaux et vétérinaires. On a la possibilité d'exonérer entre 2 et 5 ans.
il vous est proposé de les exonérer pour 5 ans. Là aussi, du fait de la difficulté que l'on a en particulier pour recruter donc certains praticiens, ça nous semble important. Je vous rappelle par ailleurs que comme on est aujourd'hui dans des ZRR, zones de revitalisation rurale, il y a d'autres possibilités pour ces professions, donc d'exonération de taxes. Y a-t-il des questions? Non, donc je vais mettre aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération suivante. Alors la délibération suivante, il s'agit donc des établissements de spectacle cinématographiques. Donc là aussi, c'est une délibération qui est importante pour avoir ces lieux qui sont des lieux de culture sur notre territoire. Il y a beaucoup d'associations et de sociétés qui ne pourraient pas vivre sans ces exonérations. Donc alors vous avez 3 types d'établissements. Vous avez les établissements qui font moins de 450 000 entrées par an. Ça, je crois que c'est la quasi-totalité de ce qui existe sur notre territoire. Vous avez celles qui sont moins de 450 000, mais classées art et essai. Et puis, vous avez celles qui sont au moins à 450 000 entrées, c'est-à-dire plus de 450 000 entrées par an, où là, on limite les exonérations à 33%. À ma connaissance, il n'y en a pas sur le territoire. Mais bon, peut-être que ça pourrait venir. Des questions? Non. Bon, je me vois. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. On continue. Alors là, il s'agit des exonérations pour les jeunes entreprises innovantes et jeunes entreprises universitaires. Alors ça, tout ça, bien entendu, ce sont des classifications qui sont bien déterminées par le Code général des impôts. Donc il vous est proposé tout simplement donc, d'exonérer ce type d'entreprise. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Merci. Les suivantes, ce sont pour c'est le même schéma, oui. Mais là, c'est pour les exonérations en faveur du développement régional. Et il s'agit d'exonérer donc les entreprises qui, selon le tableau annexe, ont cette visée. Y a-t-il des questions? Non. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Bon, merci. La suivante, il s'agit donc là d'une exonération en faveur des entreprises, alors pour la cotisation foncière des entreprises, exonération en faveur des entreprises nouvelles pour les établissements qu'elles ont créés ou repris la reprise d'une entreprise en difficulté. Donc là, vous avez plusieurs possibilités qu'on a mis toutes à 2 ans. C'est d'exonérer donc de cette partie les entreprises en fonction des différents articles 44 du Code général des impôts. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Alors là, il s'agit de la même chose, mais cette fois-ci pour les taxes foncières sur les propriétés bâties, où on a donc ces mêmes entreprises qui peuvent être aussi exonérées de ce côté-là. Des questions? Non. Donc je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Non. Je vous remercie. On passe maintenant à la taxe foncière sur les propriétés bâties et sur la taxe sur les parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs. Là, il vous est proposé d'accorder un dégrèvement de 50% de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour ces jeunes agriculteurs et d'accorder ce dégrèvement pour une durée de 5 ans. Merci. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Non, donc adopté. Merci. Alors là, la suivante, c'est la réduction donc, sur la taxe sur les propriétés bâties et cotisations foncières donc, des entreprises. Et là, pour les installations qui sont destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère et de certaines catégories de matériel. Et on vous propose donc de faire un abattement donc, de 50% appliqué à la valeur locative des locaux, qui sont faits à partir du 1er janvier 2016, et d'instituer donc cet abattement de 50%. Y a-t-il des questions? Non. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Non. Je vous remercie.
La suivante, c'est l'exonération lors d'enlèvement des ordures ménagères, donc sur des établissements que vous avez donc en annexe. Hein, donc vous avez toute la liste en annexe. Alors, ce sont des choses qui se font de manière habituelle. Hein, et donc je vous propose de les exonérer pour l'année 2018. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Voilà, donc merci pour ces exonérations qui sont importantes, hein, qui servent de levier au développement de nos territoires. Donc c'est important, voilà, de les valider. Le point suivant, c'est donc... Pardon, je suis sur le... Hein, Patrick, sur la taxe de séjour intercommunale. Oui, le rapport qui vous est proposé vise à ne pas reconduire la taxe de séjour intercommunale qui avait été choisie à l'époque par les communes de la communauté de communes des îles du Marais Poitevin. Aucune autre commune n'avait choisi de lever une taxe de séjour intercommunale. Alors ça mérite un petit point d'explication au regard notamment de la loi. La loi NOTRe, vous le savez, nous a conduit à une intégration des offices de tourisme, sauf les particularités liées à la loi montagne, que la Tranche-sur-Mer a utilisée. Vous savez que c'est une commune de montagne. Plus sérieusement, le débat a toujours tourné sur est-ce que la taxe de séjour doit devenir intercommunale ou pas. La loi ne l'a pas précisé, et bien au contraire, elle a précisé que le financement des offices de tourisme ne passait pas par la taxe de séjour. La taxe de séjour pour les communes touristiques qu'il a créées leur permet d'assurer des prestations liées aux activités saisonnières. Je pense notamment aux animations ou aux entretiens particuliers liés aux équipements de nature touristique. Donc la réflexion a eu lieu en bureau et il a été convenu de ne pas intégrer la taxe de séjour en intercommunalité et donc de laisser le soin dans une CLECT à venir aux communes qui appartenaient à cette communauté de communes qui avait levé la taxe de séjour intercommunale, de pouvoir, dès l'an prochain, recouvrer elle-même une taxe de séjour qui sera donc communale et qui leur permettra d'assurer, parce qu'un certain nombre de ces communes des anciennes îles du Marais Poitevin ont une vocation touristique, donc elles pourront lever la taxe de séjour qui, je vous rappelle, est due notamment pour les hébergements, les campings, les hôtels, les locations de meublés. Et on a convenu également de faire en sorte que Serge Lacroix, notre directeur du tourisme, puisse, à votre demande, faire une petite session de formation pour vous et vos secrétaires ou vos directeurs, parce qu'il y a des subtilités qu'il faut connaître, parce que la taxe de séjour, dans certains cas, je pense à des communes comme la Tranche, rapporte pas mal d'argent, et c'est un gisement financier qu'il ne faut pas ignorer. Voilà, donc tout simplement, je vous propose donc de ne pas reconduire l'instauration de la taxe de séjour intercommunale qui avait été instituée par l'ex-communauté de communes des îles du Marais Poitevin à compter du 1er janvier 2018. Voilà, Présidente. Il y a des questions? Question, oui, Jean, oui. Oui, tout simplement pour ce qui concerne la taxe de séjour, est-ce qu'il y a une incidence sur les attributions de compensation concernant cette modification pour les communes qui sont concernées? Oui, il y aura... Parce que c'est une recette complémentaire. Il y aura forcément une CLECT pour tenir compte de cette variation, puisque par transparence et par équilibre, ces communes-là vont se retrouver avec une recette nouvelle qui sera calculée exclusivement sur les recettes réalisées par la communauté de communes sur le dernier exercice. Et j'encourage les communes individuellement, c'est pour ça que j'ai proposé cette formation, à creuser un peu le sujet, parce qu'ils verront que assez rapidement, elles pourraient avoir un produit supérieur à la diminution de leur allocation de compensation, même, je crois, assez largement supérieur, parce que les communes qui font un travail de collecte de la taxe de séjour trouvent assez rapidement des gisements. Il y a aussi quelques petits logiciels, quelques petits systèmes pour y arriver. Je parle par expérience, j'ai fait le travail sur ma commune, et j'ai encore à le faire. Ça répond à ta question, Jean ? Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Oui, c'est exactement ça. Non, pas de questions. Donc je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Très bien, je vous remercie. Le point suivant concerne l'espace aquatique à Luçon avec quelques avenants. Donc le premier avenant concerne le lot Brunet SAS qui avait un montant initial de marché de 370 112,33 avec déjà un avenant de moins 34 566,52 et qui aujourd'hui nous demande un avenant pour une mise en place d'une trappe de nage supplémentaire. Le montant de cet avenant numéro 2 s'élève à 667 €, portant donc le marché hors taxe pour cette entreprise à 336 212,81 €. Y a-t-il des questions? On va les passer peut-être les avenants. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? 2. Merci. Le point suivant concerne toujours l'espace aquatique avec un avenant, cette fois, qui concerne l'entreprise Eiffage Énergie Loire-Océan, avec un marché initial de 313 445,81, suivi d'un avenant de 9 765,90. Celui qui vous est présenté ce soir concerne l'alimentation de l'écran d'affichage du hall d'accueil et automate du sas d'entrée. Le montant de cet avenant s'élève à 240,40 € et du coup porterait le marché à 323 452,11 € pour cette entreprise. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? 2 abstentions. Merci. Le point suivant, enfin l'avenant suivant, concerne l'entreprise Eiffage Énergie Thermie Ouest, qui avait un marché initial de 745 000 avec un avenant déjà de 11 742,02. Celui-ci concerne la mise en place d'un seau de douche murale eau froide dans la balnéothérapie et d'un DAD complémentaire à la demande du bureau de contrôle. Le montant de cet avenant s'élève à 2 614 €, portant donc le marché de cette entreprise à 759 356,02. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? 2 abstentions. Je vous remercie. Notre avenant donc, qui concerne l'entreprise Eiffage Énergie Loire, et cet avenant concerne le renvoi d'alarme GTC par SMS. Il s'élève à 2 198 €. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? 2 abstentions. Je vous remercie. Le point numéro 22, toujours un avenant pour l'espace aquatique à Luçon. Il concerne l'entreprise Guiban, qui avait un marché initial de 489 000, marché sur le traitement de l'eau et l'animation. Donc, nous avons une moins-value de modification du traitement de l'eau, la mise en place d'un réseau de récupération d'eau de percolation, la fourniture d'un palan sur potence pour accès en sous-sol et une échelle PEHD dans la bâche tampon d'AEP. Le montant de cet avenant s'élève à 2 602,34 € et donc le marché passe à 491 602,34 €. Y a-t-il des questions déjà, parce qu'on a fini sur les avenants au niveau du centre aquatique? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? 2 abstentions. Je vous remercie. On va rester quand même à la piscine, mais toutefois maintenant pour parler des tarifs, et donc c'est Joël qui s'en occupe. Quelque chose dont on avait déjà parlé, pardon, voilà, faut que je règle la voix ou le... Ouais. Quelque chose dont on avait déjà parlé le 27 juillet dernier, puisqu'on avait déjà voté les tarifs, justement. Mais il y avait une petite coquille, alors bon, je vous épargne de la relecture de tous les tarifs, mais une petite coquille concernant la fin, c'était les groupes médico-sociaux et EHPAD, quoi. Donc là, j'ai cru voir que c'était le H n'était pas bien placé, Présidente. Mais enfin bon, établissement, hébergement, personnes âgées dépendantes. Le H, il doit être entre le E et le P. Enfin, c'est pas grave, on a compris. Mais donc, oui, voilà, pour ces personnes-là, donc on avait dit, ou plutôt on n'avait pas dit, mais là, ce soir, on délibère en disant, voilà, pour les enfants, ce serait gratuit, et pour les adultes,
application du tarif réduit de 3 à 18 ans. Donc vous avez vu en début de tarif, ben voilà, on a les moins de 3 ans, les 3 à 18 ans et les plus de 18 ans. Et là, donc là, pour les EHPAD, donc bénéficieront, les adultes des EHPAD pourront désormais bénéficier bénéficieront du tarif 3 à 18 ans, du tarif donc qui est réduit. C'était uniquement cette petite coquille qui méritait de rectifier. Voilà, donc c'était tout. Voilà, alors en êtes-vous d'accord? Est-ce qu'il y a déjà des questions, peut-être? C'est bien concernant les gens des EHPAD, les personnes âgées. Donc, qui est contre, qui s'abstient? Donc, merci pour ce vote unanime. Présidente. Merci. Le point suivant concerne l'aménagement du territoire et c'est Jean qui nous le présente. Donc, ça concerne un avis à donner sur le PLU de la commune du Longon. Donc, par délibération en date du 20 juillet 2017, la commune du Longon a arrêté son projet de PLU urbain et l'a transmis au syndicat mixte du Pays du Sion pour son avis. Donc, le syndicat mixte a été dissous au 1er janvier 2017, donc il revient à la commune Sud-Vendée Littoral d'émettre un avis sur le PLU du Longon. Celui-ci devra être rendu au plus tard le 28 octobre 2017 et à défaut sera réputé favorable. Donc je vous propose d'émettre un avis favorable sur le PLU du Longon. Voilà, donc peut-être qu'il y a des remarques particulières sur les communes limitrophes, mais apparemment. Sinon, je ne vois pas pourquoi on n'émettrait pas un avis favorable à ce PLU de la commune du Longon. Pas de questions? Donc on met au vote. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Non, je vous remercie. Le point suivant, on reste sur l'aménagement du territoire, mais c'est Daniel qui nous le présente. À la reprise de la procédure d'élaboration du PLU de Sainte-Radegonde des Noyers. Le plan local d'urbanisme a été transféré à la communauté de communes Sud-Vendée Littoral au titre de ses compétences obligatoires depuis le 1er janvier 2017. La communauté de communes peut décider, après accord de la commune concernée, d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution de plan du PLU engagée avant la date de sa création, y compris lorsqu'elle est issue d'une fusion ou de transfert de compétences. Suite à ce transfert de compétences à la communauté de communes Sud-Vendée Littoral, la commune de Sainte-Radegonde-des-Noyers ne peut plus mener à son terme la procédure d'élaboration de son PLU qu'elle avait initiée en 2014. Donc vous avez les objectifs poursuivis donc, par la commune qui ont été donc précisés dans la décision du 19 décembre 2014. La commune ayant sollicité la reprise de cette procédure par la communauté de communes Sud-Vendée Littoral, cette dernière peut décider d'achever la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune de Sainte-Radegonde-des-Noyers. Cette reprise entraînerait un transfert du marché passé avec le bureau d'études Paysages de l'Ouest, dont le solde s'élevait au 1er janvier 2017 à la somme de 13 138,80 €. Donc, il est proposé au conseil communautaire de décider d'achever la procédure d'élaboration du PLU de la commune de Sainte-Radegonde-des-Noyers, de prévoir les crédits nécessaires au budget de la communauté de communes au chapitre 20, article 202 et suivant, et d'autoriser donc Madame la Présidente à passer et à signer tout document relatif à ce dossier. Tu veux en parler, René ? Vous avez vu qu'on avait commencé notre PLU en 2014. On a mis un certain temps. On va essayer de le finir. Je regrette que, mais ça c'est la faute à personne. Hein, il se trouve qu'on a fusionné entre-temps et que nous, ça fait 4 mois qu'on attend de savoir si on va le finir ou pas. Maintenant, je remercierai, si tout le monde vote, je remercie tout le monde. Ceux qui voteront contre, je les remercie aussi. Enfin, nous, on connaît bien notre PLU. On sait ce qu'on va y faire. Vous avez dans l'annexe, là, vous avez tout ce qui a été mis en place. Et nous, ça nous pose un problème parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on est en RNU. RNU, ça veut dire le Règlement National d'Urbanisme. Et on perd 1 mois à chaque fois, puisque à chaque fois que vous déposez un permis, c'est l'État regarde, et après, c'est les services d'ADS qui nous donnent la permission de construire. Donc, moi, je tiens à ce que, d'une part, on finisse ce PLU,
Bien sûr, il va falloir que, puisque maintenant on nous a enlevé toutes nos possibilités, il faut que la communauté de communes puisse, au tribunal administratif, je crois que c'est, ou au préfet peut-être, il faut désigner un commissaire enquêteur. Hein. Donc ça dure encore un mois avant qu'il rende son mémoire. Ce qu'il faut qu'on modifie, ça fait encore un petit mois, donc on l'approuvera non pas la commune, puisque maintenant c'est plus les communes qui approuvent les PLU, c'est l'ensemble des 72 élus de la communauté de communes. On demande juste un avis. Donc on nous a dessaisi de la maîtrise de l'urbanisme dans cette loi NOTRe. C'est avec regret que je le constate, mais c'est fait, c'est fait. Oui, je me permettrai juste de rebondir sur un tout petit point, parce que j'abonde complètement sur ce que vous dites. Juste de dire, en effet, la communauté de communes aujourd'hui reprend les procédures d'urbanisme, mais attention, hein, on n'est pas décideur dans le sens... que ce soit bien clair pour ceux qui s'interrogeraient sur les futures procédures. On n'est pas décideur. Non, mais c'était juste parce qu'on a parfois quelques questions, donc ça permet, comme on va devoir en dérouler plusieurs, de dire que, en fait, en effet, aujourd'hui, on reprend ces procédures d'urbanisme, mais la commune continue dans le travail initié. Ouais, on le terminera. Voilà. Donc c'était juste un petit point qui était important, je pense. Tout à fait. Je l'ai oublié. Excusez-moi. Non, mais par contre, je vous remercie parce qu'on ne paiera pas les 13 000 euros, puisque c'est la communauté de communes qui les paiera, vu que c'est dans la clèque. Hein, vu que c'est dans la clèque, on la paiera, mais on la paiera. On n'aura plus à le débourser, on le paiera dans la fameuse collecte. Et puis voilà. Oui, tout à fait. Alors, merci à la communauté de communes de nous laisser terminer notre PLU. On n'a pas voté. Ah ben non, mais ça va être fait. C'est voté. Donc, du coup, après ces explications, je vais donc mettre au vote. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Eh bien voilà, la commune de Sainte-Radegonde peut poursuivre son travail. Et nous passons maintenant à une autre reprise de révision générale. Alors, sur reprise Luçon. de la procédure Daniel. de révision générale du PLU de Luçon. Donc, je ne vous redis pas toutes les fois que c'est redevenu communautaire. Donc, les objectifs poursuivis par la commune étaient les suivants. Réadaptation des secteurs privés ne pouvant être modifiés par une révision simplifiée. Réalisation d'une évaluation environnementale. Incorporation de l'inventaire des zones humides et des cours d'eau. La commune, donc, ayant sollicité la reprise de cette procédure à la communauté de communes, cette dernière peut décider d'achever la révision générale du PLU de Luçon. Cette reprise entraînerait un transfert des marchés passés avec le bureau d'études SCE et la Chambre d'agriculture de Vendée, dont les soldes s'élevaient au 1er janvier 2017 à la somme de 13 997,70 €. Il est donc proposé au Conseil communautaire de décider d'achever la procédure de révision générale du PLU de Luçon, de prévoir les crédits nécessaires au budget de la communauté de communes au chapitre 20, article 202 et suivants, et d'autoriser donc Madame la Présidente à passer et à signer tout document relatif à ce dossier. Pierre-Guy, tu veux en parler? Non, pas beaucoup plus. J'attends le vote pour remercier pour les 13 000 €. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Donc, on va mettre aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Moi aussi. Voilà. Et nous passons à la commune reprise. de Nallier. Oui, alors la révision accélérée numéro 6 du PLU de Nallier. Donc la commune de Nallier, cette révision accélérée avait pour objectif de traduire dans son zonage un secteur au nord-est du territoire de la commune susceptible d'accueillir l'implantation d'un parc de 6 éoliennes. La commune ayant sollicité la reprise de cette procédure par la communauté de communes, cette dernière peut décider d'achever la procédure de révision accélérée numéro 6 du PLU de la commune de Nallier. Cette reprise entraînerait un transfert de marché passé avec le bureau d'études voies mixtes, dont le solde s'élevait au 1er janvier à la somme de 3 024 €. Donc, il est proposé de décider d'achever la procédure de révision simplifiée numéro 6 du PLU de la commune de Nallier, de prévoir les crédits nécessaires au budget de la commune, notée de commune, chapitre 20, article 202 et suivants, et d'autoriser Madame la Présidente à passer et signer tout document relatif à ce dossier. Vous voulez en parler, Monsieur Boulot? Non, mais moi, je fais remarquer que c'est moins élevé que... C'est qu'une révision. Oui. Très bien, on va mettre aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Non, très bien. Je vous remercie.
Nous passons à la commune de La Faute-sur-Mer. Donc, modification simplifiée numéro 1 du plan du PLU de la Faute-sur-Mer. Donc, le règlement du PLU approuvé impose l'implantation de constructions à 3 mètres de la limite séparative. L'objectif de la modification est d'assouplir les conditions d'implantation des constructions ou de leurs extensions en permettant de les autoriser en limite séparative ou à 3 mètres. L'évolution de l'article 7 de la zone UBA, le règlement exige que les constructions soient implantées avec un retrait minimal de 3 mètres en limite séparative. L'objectif est de modifier l'article pour autoriser les constructions en limite séparative ou à 3 mètres. Est-ce que tu veux en parler, Patrick ? Oui, s'il y a des questions, c'est simplement un ajustement du plan local par cette première modification simplifiée. Je remercie à l'avance celles et ceux qui vont l'accepter. Et je vais même plus loin, puisque dans un rapport un peu qui suit, on lance la procédure de modification simplifiée numéro 2. Mais non, il n'y a rien. C'est très technique. Hein, oui, c'est très technique. Enfin, il y a toujours des scories quand on fait un plan local d'urbanisme assez vite. Il y a toujours des cagades. Il faut les corriger. Et ça suppose des procédures assez lourdes. Dans ces cas-là, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais mettre aux voix. Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? Eh bien, la commune de La Faute vous remercie. Nous passons au point suivant. C'est toujours Daniel. Alors, règlement local de publicité de Luçon. Alors, suite au transfert de compétences plan local d'urbanisme à la communauté de communes Sud-Vendée Littoral, la commune de Luçon ne peut plus mener à son terme la procédure d'élaboration de son règlement local publicité qu'il avait initié en 2016. L'objectif poursuivi par la commune de Luçon était la protection de la qualité du cadre de vie et la lutte contre les nuisances visuelles, tout en garantissant le respect de la liberté économique, de la liberté d'expression, du commerce et de l'industrie, et le bon exercice de l'activité des opérateurs économiques du secteur de la publicité extérieure et des enseignes. La commune ayant sollicité la reprise de cette procédure par la communauté de communes Sud-Vendée Littoral, cette dernière peut décider d'achever la procédure de l'élaboration du PLU de Luçon. Cette reprise entraînerait un transfert du marché passé avec le bureau d'études CIPRIM, dont le solde s'élevait au 1er janvier 2017 à la somme de 8 472 €. Donc, il est proposé aux membres du Conseil communautaire de décider d'achever la procédure d'élaboration du plan local de publicité de la commune de Luçon, de prévoir les crédits nécessaires au budget et d'autoriser Madame la Présidente à passer et signer tout document relatif à ce dossier. Daniel, y a-t-il des questions, s'il vous plaît ? Non, donc je vais procéder au vote. Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? Non, je vous remercie. Le point suivant, aménagement du territoire. Jean, s'il te plaît. Oui, donc cette délibération concerne l'aménagement du territoire et la mise en œuvre d'un schéma de directeur de mode actif autorisation de signature. Donc, dans le cadre de l'élaboration du SCOT, ont été abordés les modes de déplacement et les problématiques d'accessibilité. Donc il paraît opportun de lancer une réflexion sur le mode actif, désigné ainsi car il faisant appel à l'énergie musculaire et sur les utilisations dans les déplacements en usage quotidien. L'ADEME propose un appel à projet régional pour 2017-2018 intitulé « Développement des modes actifs sur les territoires ». Et l'ADEME accompagne les collectivités dans l'élaboration d'un schéma directeur, le mode actif, outil de programmation et de planification, qui définit une politique d'aménagement et un programme d'investissement dans un plan pluriannuel. Donc ce document comprend plusieurs étapes. Premièrement, une analyse et une phase d'analyse pour identifier les pratiques des usagers, les aménagements cyclables et piétonnés existants, les pôles à desservir et ou générateurs de trafic. Donc ensuite, il y a une phase d'élaboration du schéma directeur, créer un maillage hiérarchisé du réseau cyclable des piétons, intégrer la politique mode actif dans une vision globale de déplacement et d'urbanisme, inventorier et hiérarchiser et programmer les actions concrètes dans un programme pluriannuel. Ensuite, phase de mise en œuvre et suivi et d'évaluation,
déterminer les indicateurs et suivis et évalués sur un horizon de 5 à 10 ans. La collectivité peut solliciter des fonds État à hauteur de 80%, d'un montant subventionnable plafonné à 80 000 € hors taxes, dont 60% mobilisables auprès de l'ADEME. Donc ces dépenses, pour ce qui concerne la commune Sud-Vendée Littoral, pourraient s'élever sur une prestation d'un bureau d'études à d'un montant de 55 000 €, et on pourrait prétendre en recettes les fonds d'État, dont l'ADEME, 44 000 €, et pour la communauté de communes Sud-Vendée Littoral, un coût de 11 000 €. Donc ce qui fait un montant de 55 000 €. Y a-t-il des questions, s'il vous plaît? Non, donc du coup, il est demandé donc d'engager les démarches nécessaires à la mise en œuvre de ce schéma directeur des modes actifs sur le territoire. Oui, pardon, excuse-moi. Oui, je fais juste une observation parce que c'est très bien, et je remercie Jean de relayer ça dans le cadre de la préparation du SCOT. C'est simplement pour dire aux élus, on le voit d'ailleurs en regardant le financement de ces études, que la circulation douce, notamment en pistes cyclables, sont très bien financées actuellement. On travaille sur un schéma de circulation douce, pistes cyclables par ailleurs. Donc j'invite moi chacun d'entre vous à regarder de près ce qui peut le concerner, relatif à ces circulations douces, pour se dire qu'il y a possiblement des interconnexions à réaliser. Et l'intérêt de la démarche que Jean nous propose, c'est que nous, on le fait dans un autre cadre, d'un point de vue touristique, avec le comité d'expansion, mais il faut penser à toutes les circulations douces. Je vois Nicolas parce qu'on l'a fait dans un autre temps sur des circulations douces d'usage scolaire ou pour aller au travail. Et c'est pas idiot de se dire que les pistes cyclables qui fonctionnent pour les touristes peuvent aussi fonctionner pour nos habitants et pour nous. Voilà. Donc moi, je milite vraiment pour qu'on accélère même le mouvement. Il y a de l'argent, des fonds européens, des financements de l'État, des financements régionaux, des financements départementaux. Mobilisons-nous sur ces questions. Merci. Mais pour nous, en fin de compte, le but, c'est de bien l'intégrer justement dans le SCOT. Et du SCOT découle automatiquement le projet de territoire. Donc en parallèle, travailler justement sur ce projet-là et avec une bonne connaissance de l'existant. Y a-t-il des questions? Non, dans ces cas-là, je vous donc soumets la délibération et la mets au vote. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Non, je vous remercie. Daniel, toujours sur l'aménagement du territoire. Alors, retrait partiel de la délégation de l'exercice du droit de préemption urbain à la commune de Luçon. Le transfert de la compétence plan local d'urbanisme emporte le droit de transfert de l'exercice de droit de préemption urbain. Le titulaire du droit de préemption urbain peut déléguer son droit à l'État, à une collectivité locale ou à un établissement public y ayant pour vocation ou concessionnaire d'une opération de d'aménagement. La communauté de communes a décidé de déléguer aux communes membres l'exercice du droit de préemption urbain sur l'ensemble des zones urbaines et des zones d'urbanisation futures délimitées par les plans locaux d'urbanisme, les plans locaux d'occupation des sols et les cartes communales, à l'exception des zones d'activité économique et des actions ou opérations d'aménagement dans le cadre des compétences de la communauté de communes. La commune de Luçon a sollicité l'établissement public foncier de la Vendée pour la réalisation de programmes mixtes sur l'ancien port. Dans le cadre d'une convention tripartite a été passée entre la commune de Luçon, l'établissement foncier public de la Vendée et la communauté de communes. Une mission d'acquisition foncière et de portage foncier a été confiée à l'établissement public foncier de Vendée en vue de la réalisation de projets urbains au sein de 2 secteurs préopérationnels dont les références cadastrales sont les suivantes. Donc vous les voyez derrière. Donc une superficie globale de 1956 m² et de 987 m². Dans le cadre de cette opération, la commune de Luçon souhaiterait que soit délégué à l'établissement public foncier de Vendée l'exercice du droit de préemption urbain sur le secteur concerné par la convention tripartite,
Cette délégation partielle du droit de préemption urbain à l'établissement public foncier ne peut être envisagée sans qu'au préalable, la communauté de communes ait procédé au retrait de l'exercice de droit de préemption urbain à la commune de Luçon sur les secteurs concernés. Donc, il est proposé aux membres du conseil communautaire de retirer l'exercice de droit de préemption urbain à la commune de Luçon sur les secteurs concernés par la convention tripartite conclue entre la commune et, vous voyez, pour la durée de la convention précitée éventuellement et prorogée par avenant. Oui, c'est ça, c'est sur ce secteur-là, et ce qui est en face du côté de la laiterie. Hein, il y a quelques... Y a-t-il des questions? Non, pas de questions? Donc on met au vote. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Non. Je vous remercie. Daniel, je te Donc laisse, maintenant, c'est le ouais. contraire. Hein, c'est la délégation partielle de l'exercice de préemption urbain à l'établissement public foncier de la Vendée sur la commune de Luçon. Donc, on demande donc de déléguer le droit d'exercice de préemption urbain à l'établissement public foncier de la Vendée sur le secteur défini par la convention de veille foncière conclue entre la commune de Luçon, l'établissement public foncier et la communauté de communes sur les parcelles précitées, pour la durée de la convention précitée éventuellement prorogée par avenant. Merci. Des questions? En fait, on fait la bascule. Non, mais vas-y. On est sur de l'habitat avec une accession à la propriété, ou c'est vraiment par pure curiosité donc, Alors, je veux dire, à la limite, tout serait accepté. Hein. On est dans un environnement qui est sur un lieu qui est quand même important pour la communauté de communes, puisqu'il est à côté. Il y a des projets d'habitation hein, dans le coin, donc il faut voir. On a aussi des bâtiments qui sont des bâtiments remarquables, parce que tu parlais des maratiers, mais tu as aussi le bâtiment qui est derrière, qui est inscrit comme remarquable donc, dans le plan local d'urbanisme. Donc, en fait, je pense qu'il y aura une certaine mixité là-dessus, hein, du fait justement de la nouvelle destination donc, de ce lieu. Pas d'autres questions? Donc, y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Non, je vous remercie. On part sur la Faute-sur-Mer, toujours Daniel. Alors, modification simplifiée du plan numéro 2 du PLU, donc de la Faute-sur-Mer. Donc, tu veux nous en parler, Patrick, parce que tu me disais tout à l'heure que c'était très technique. Oui, celui-là est moins technique. En fait, il y a un très beau projet, enfin, il y a un projet double au bout de l'avenue de la Plage, sur lequel je ne peux pas rentrer dans le détail, mais qui nous fait blocage. On a à la fois, je parle de l'avenue de la Plage, au bout de l'avenue de la Plage, côté océan, on a à la fois un projet de logement, 9 logements, et de l'autre côté, un projet d'équipement touristique plus commercial. Et on a un emplacement réservé qui nous bloque. Donc on vous propose de le supprimer. L'emplacement réservé, c'est les emplacements réservés dans les PLU. On se dit, tiens, on peut en avoir besoin sur un carrefour ou sur... Et en fait, le projet a intégré le fait qu'il fallait que le carrefour soit dégagé. Donc on a la visibilité en logique de sécurité. On n'a pas besoin de l'emplacement réservé. Mais par contre, il est bloquant. Donc on vous propose par cette modification simplifiée numéro 2 de lever l'emplacement réservé et de permettre d'accélérer l'instruction du dossier, qui, je vous rassure, va être longue avec l'ensemble des contraintes dont tout à l'heure j'entendais parler, JAM notamment et d'autres. C'est toujours un peu long, mais enfin, en tout cas, c'est un projet qui est cohérent et qui peut redonner un peu de pêche touristique à la commune. Merci. Donc, il vous est donc demandé de lancer la procédure de modification simplifiée numéro 2 du PLU de la Faute-sur-Mer tel qu'il est présenté ci-dessus.
Ben après, Non, mais je dis pas trop, hein. Ben si, peut-être quand même, de mettre le projet de modification du PLU de la faute à disposition du public en mairie au jour et heure d'ouverture pour une durée d'1 mois. On lance la procédure. Ben voilà, du 9 octobre au 10 novembre 2017. On lance la procédure. De porter à la connaissance du public un avis précisant l'objet de la modification simplifiée numéro 2 et les modalités de mise à disposition, au moins 8 jours avant le début de cette mise à disposition. De tenir un registre permettant au public de consigner ses observations sur le plan de projet de modification simplifié numéro 2 du PLU, de dire qu'à l'issue du délai de mise à disposition, le registre sera clos et signé par le maire et la présidente de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral. Le bilan de la mise à disposition au public sera présenté au conseil communautaire qui délibérera et approuvera par délibération motivée le projet de modification, éventuellement modifié pour tenir compte des avis et des observations du public. Et de dire que cette délibération sera adressée au préfet au titre du contrôle de légalité, fera l'objet d'un affichage en mairie de la Faute-sur-Mer, au siège de la communauté de communes durant 1 mois et d'une mention dans un journal du département. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Enfin, pour la Faute-sur-Mer. Le point suivant, c'est JAM, qui est au niveau de l'avenant aux 3 papilles du pourtour de la baie de l'Aiguillon-sur-Mer. Vas-y, JAM. Oui. Bien, après des choses simplifiées, on va passer aux choses complexes. Donc, vous allez m'excuser de ne pas pouvoir donc débattre, vous présenter l'ensemble, parce que je crois qu'il y en aurait pour à peu près 2 heures. Donc, on va essayer de simplifier tout cela. Vous avez la délibération. Donc, c'est bien l'avenant aux 3 programmes d'action de prévention des inondations. Je vais m'atteler à éviter les acronymes ce soir. Et donc, bon, ces programmes d'action, oui, je me trompe déjà, ont 8 axes. Il y a un axe gouvernance, l'axe 0. Il y a un axe 1, c'est l'amélioration de la connaissance et de la conscience du risque. L'axe 2, c'est la surveillance, la prévision des crues et des inondations. L'axe 3, c'est l'alerte et la gestion de la crise. L'axe 4, c'est la prise en compte du risque inondation dans l'urbanisme. L'axe 5, c'est l'action de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens. L'axe 6, c'est le ralentissement des écoulements. Et l'axe 7, c'est la gestion des ouvrages de protection hydraulique. Donc, suite aux catastrophes qui ont eu lieu dans les années passées, dont une chez nous, Xynthia, en 2010, 47 morts en France, dont 29 en Vendée, à la Faute-sur-Mer. Tout le monde s'en souvient. 12 000 hectares de terre inondées. En France, 1,5 milliard de dégâts matériels, dont 700 millions pour les inondations et 800 millions pour le vent. Donc, différentes directives, différentes stratégies ont été mises en place et il a été obligé de déterminer ce qu'on appelle des territoires à risque d'inondation important, ce qu'on appelle les TRI, ça simplifie tout ça. Alors, en Vendée, on en a 2, un au nord, c'est Bête-Bourneuf et Noirmoutier, et au sud, on en a un qui s'appelle donc le TRI du secteur de la baie de l'Aiguillon, qui est concerné par les submersions marines uniquement. Il concerne 16 communes, dont 9 de la commune de commune Sud-Vendée Littoral, que je vais citer. La Tranche-sur-Mer, la Faute-sur-Mer, l'Aiguillon-sur-Mer, Saint-Michel-en-Lerme, Trièze, Champagny-les-Marais, Puravo. Grue, Saint-Radégonde-des-Noyers. Alors, bon, on analyse tout cela. Il y a des événements fréquents qui sont à peu près de retour, donc tous les 30 à 50 ans, pardon, pour les fréquents. Donc la population dans cette zone-là, c'est 125 habitants qui sont concernés. Et les emplois, c'est moins de 50. Mais dès qu'on arrive à l'événement moyen, qui sont de 100 à 150 ans, type Xynthia, il y a 6000 à peu près populations dans la zone inondable et 2120 emplois dans cette zone-là. Et l'événement exceptionnel, qui lui est de 300 à 350 ans, de retour. Mais vous savez ce que ça veut dire, un retour. C'est-à-dire que vous pouvez en avoir 2 de rang et 700 ans sans en avoir. Donc c'est 6500 habitants dans cette zone, population permanente, hors saisonnière bien sûr, et puis donc 2900 emplois. Donc la prise en compte dans l'aménagement du territoire, il y a ce qu'on appelle un aléa de référence. C'est la tempête Xynthia du 28 février 2010 avec une surcote de 20 cm. Tout ceci pour intégrer le changement climatique qui était représenté dans toutes les simulations. Voilà. Ces programmes d'action de prévention des inondations, ils ont été mis dès
dès 2011-2012, est présenté donc à deux structures qui valident, on dit labellisent, ces plans d'action, ces programmes d'action. Je dis toujours des plans, moi. Donc ces structures sont la Commission Inondation Plan Loire, qui siège à Orléans, dont je suis le vice-président, donc ça joue un peu quelquefois, et la Commission Mixte Inondation à Paris, qui, elle, labellise les programmes au-delà de 3 millions d'euros. Sur notre territoire, 3 syndicats mixtes donc, existent. Le syndicat mixte Marais Poitevin Bassin du Lait, qui donc de tout le secteur qui va de la Tranche-sur-Mer jusqu'à, pour nous, de la Tranche-sur-Mer jusqu'au canal de Luçon. Le syndicat mixte Vendée-Sèvres-Autise, qui lui prend du canal de Luçon jusqu'à la Sèvre niortaise. Et le syndicat hydraulique Nord-Nice, qui est entièrement en Charente-Maritime. Ces montants labellisés ont été de 40 millions d'euros en 2013-2014, dont 35 millions d'euros pour notre territoire, communauté commune sud-Vendée littorale, donc très important. Et il donne accès à 40% de subventions par le fonds Barnier, c'est donc les fonds qui émanent des assurances, qui déclenchent 15% donc, à la région et 15% au département. Ce qui veut dire qu'on peut avoir 70% de subventions et il y a quelquefois des subventions donc, FEDER qui peuvent venir donc, à de 10%, mais pas toujours. Voilà. Donc ces 35 millions qui ont été attribués à notre territoire concernent plutôt les secteurs de la Tranche-sur-Mer, l'Aiguillon-sur-Mer, la Faute-sur-Mer et quelques écrues, petits secteurs donc à l'amont. Voilà, c'est plutôt ces secteurs-là qui ont été validés, avec aussi les portes à la mer qui ont été, elles, validées donc, en 2014. Il y avait une demande de 70 millions d'euros sur les 40 qui ont été labellisés. Donc une partie a été retoquée, ce qu'on appelle ajournée, et a été représentée donc, en 2016, et qui n'a pas obtenu l'accord des services de l'État. On a retiré le dossier juste avant de savoir qu'on a été retoqué. Et donc, il y avait là une demande de 17 millions d'euros, 18 millions d'euros, mais dont 11 sur le secteur donc Charente-Maritime. Vous avez dans votre délibération les raisons de ce refus, qui sont, si je résume, des avis. Ils nous demandaient des réflexions complémentaires à mener sur le schéma de protection, de définir des définitions plus précises sur la maîtrise d'ouvrage, où on n'était pas très très précis, et des définitions plus précises sur la gestion des ouvrages hydrauliques et des digues. Il y avait donc surtout un problème majeur qui était où on proposait une fermeture donc, de la Sèvre niortaise pour éviter donc, des inondations à Maran. Et cette proposition très, très onéreuse a été donc refusée. Et donc, il nous demandait, pour le syndicat mixte Bassin du Lait, le niveau de confortement de point bas de la digue du Polder 2, donc c'est celle qui est dans la baie de l'Aiguillon, il était suspendu. En clair, on proposait un niveau trop haut, qui pouvait entraîner des choses qu'ils estiment dangereuses. C'est-à-dire que ces analyses montrent que, selon le niveau altimétrique de protection contre les submersions retenues, les niveaux d'eau maximaux dans la baie pouvaient être sujets à des surrévélations par rapport à la configuration actuelle du territoire. Cette situation peut, selon le schéma de protection retenu, se traduire par la création ou l'aggravation du risque de certains territoires et enjeux. En clair, en montant trop haut, on emmenait l'eau sur l'estuaire de la Sèvre et donc on inondait donc, des territoires qui n'étaient pas inondés à Xandia. Il nous demandait pour le syndicat mixte Bassin du Lait donc, la précision sur la gouvernance et la maîtrise d'ouvrage, parce qu'il y a des difficultés de savoir qui fait quoi. Sur le secteur Vendée, il demandait plutôt, là aussi, qu'une collectivité gestionnaire unique par le système de protection cohérent en lien avec la GEMAPI. C'est fait. Voilà, et il demandait surtout quelque chose qui a fait beaucoup débat, l'acceptation des surverses dans les zones non habitées. Donc voilà, en clair, si on laisse surverser dans certains secteurs, on estime qu'on monte moins haut dans d'autres. Voilà. Donc il a fallu faire une étude complémentaire avec une absence d'inondation significative des zones habitées de Maran, pour un événement marin de type Xantia. Il faut l'absence de risque majeur pour les personnes, pas plus d'1 mètre d'eau dans le cas d'un événement marin de type Xantia plus 20, donc très rare. Et puis il faut des protections contre les événements d'une période de retour de l'ordre de 50 ans, et la recherche de meilleurs compromis entre bien sûr le coût
et la performance. Donc tout ceci nous a entraîné donc sur une proposition d'avenant après des larges discussions avec les services de l'État. En aparté, il ne faut pas que ça sorte d'ici, ils auraient mieux fait de nous dire tout de suite ce qu'ils voulaient, comme ça on aurait gagné du temps. Hein, mais bon, c'est comme ça. Alors, l'avenant ne concerne, attention, hein, l'avenant ne concerne que de la pointe de l'Aiguillon à Hénande. Donc c'est bien la baie avec l'estuaire Sèvres-Niortaise jusqu'à ce qu'on appelle l'ouvrage des Enfrenaux, qui est juste en aval de Maran. Cet avenant ne concerne pas les autres territoires qui ont déjà donc, eu donc, des actions labellisées. Voilà. Donc cette programmation, donc, vous l'avez dans votre délibération, donc il y a l'axe 0, la gouvernance. Il est évident qu'on doit reprendre certains emplois pour pouvoir arriver à suivre ces dossiers. Bon, donc c'est chiffré hein, sur 5 ans. Et puis après, il y a donc des travaux qui sont sur le syndicat mixte bassin du Lay de l'ordre de 3,4 millions, avec les différentes digues, hein, des hauteurs choisies qui nous ont été un peu imposées. Les hauteurs, pour vous expliquer comment ça s'est fait, les hauteurs, ils regardent l'événement rare avec une modélisation et ils disent le maximum que vous autorise, c'est 50 cm en dessous. Quand c'est plus haut, on ne va pas vous les réduire, hein, mais quand c'est plus bas, vous montez et on laisse 50 cm de débordement, puisqu'on estime qu'avec 50 cm de surverse, il n'y a pas ruine de l'ouvrage. Ça, c'est des simulations, des modélisations que je vous dis, je vous en passe, et des meilleures. Mais c'est comme ça. Donc, c'est comme ça qu'on a déterminé les hauteurs. Donc, les montants de 3,4 millions, c'est pour notre territoire. Et puis après, donc, il y a une partie sur le secteur Vendée-Sèvres-Authise, où là, il y en a pour à peu près 3,3 millions. Et il y a plusieurs actions de Vendée-Sèvres-Authise, du syndicat Vendée-Sèvres-Authise, qui sont sur le territoire de Charente-Maritime, qui ne nous concernent pas. Voilà, est-ce que j'ai fait le tour ? Je réponds aux questions plutôt, parce qu'il peut y en avoir. Oui. Est-ce qu'il y a des questions ? Dossier technique. Non, il y en a. Non, c'est plus un mot de félicitations d'abord à Jam, parce que c'est des dossiers d'une grande complexité et une négociation pointue. Et en même temps, donc, félicitations. C'est vrai que tu as bien fait de dire, on se l'est dit en bureau, et je le dis aux collègues de l'Aiguillon et la Tranche, il faut effectivement avoir une vue globale, puisque là on parle de l'avenant Papy l'Aiguillon, mais c'est bien une vue globale dont il s'agit. Et moi je relève quand même, parce que ça c'est intéressant, une contradiction, pas chez nous, Jam, mais aux côtés de l'État, puisque le niveau de l'avenant Papy parle de surverse, et il n'y a pas ruine de l'ouvrage. Je vous invite à regarder de près tous ceux qui ont un PPR. L'État, quand il raisonne sur son PPR, il raisonne brèche dans l'ouvrage, ce qui n'a pas beaucoup de sens, et il fait des calculs de submersion avec des brèches dans les ouvrages. Alors que dans le cadre du Papy, il travaille, j'ai bien compris, sur des surverses et où il n'y a pas ruine de l'ouvrage. Donc c'est quand même intéressant. Il faudra peut-être se poser la question de la mise en cohérence à l'État entre ceux qui travaillent sur le Papy et ceux qui travaillent sur le PPR. C'est peut-être pas la même direction générale de l'administration à Paris. La réponse est très claire. Aujourd'hui, l'État, dans les PPRL, ouvre le parapluie, plus le parasol, Donc, en clair, il prend les mesures extrêmes, hein, puisque je pense qu'il s'est fait ramasser dans d'autres cas, hein, avec donc, la construction que l'on a pu faire derrière les digues. Hein, et donc... la réponse, elle est là. Hein. Donc les PPRL sont le risque majeur que l'on pourrait avoir, quoi. Oui, c'est bretelles et ceintures, c'est exact. Donc ça n'a rien à voir avec un aménagement donc, de programme d'action. D'autres questions, je suis prêt à y répondre. Je sais que c'est un dossier très complexe. Non, c'est un dossier extrêmement technique qui nécessite d'y passer énormément de temps pour sa compréhension. Oui, non, moi je veux féliciter M. Gondriot parce qu'il nous a bien expliqué les choses compliquées. Merci, déjà. Et je voudrais dire aussi qu'on a intérêt à ce que le Papy se mette en place rapidement. Les travaux du Papy se mettent en place rapidement. Je rappellerai qu'ici même, plusieurs maires ont été avec le préfet, qui est parti, mais il est remplacé.
Et le PAPI, lorsque les travaux seront effectués, va conditionner la révision de nos PPRL. Parce qu'il y a des endroits où on a des zones rouges, et avec la protection du PAPI, enfin les digues qui vont être surélevées pour certains endroits, ça peut bénéficier aux communes, hein, ça peut bénéficier aux communes qui ont des zones rouges. Donc, moi, je pense qu'il faut faire vite, quoi. Hein. Enfin, faire vite. Le problème, c'est que c'était avec Maron, on avait du mal. Mais je pense qu'il faut aller à fond sur le PAPI. Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles Jam nous répondra? Non? Donc, si vous le voulez bien, donc, je vais mettre aux voix et vous demander donc, de donner un avis favorable au projet d'avenant aux 3 PAPI complets situés autour de la baie de l'Aiguillon, de valider les actions indiquées aux axes 0, 5 et 7 concernant les 3 PAPI du pourtour de la baie de l'Aiguillon sur mer. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Merci, Jam, pour cette présentation. Pardon? Il y en a un autre, oui, tu continues. Oui, c'est un peu dans la suite. Hein. Pour votre information, il reste quelques dossiers qui ont été distribués à la commission environnement, une quinzaine de dossiers. Donc ceux qui ne font pas partie de la commission environnement, qui ne recevraient pas, ou membres du bureau qui ne recevraient pas les documents, je peux leur en fournir, il en reste quelques-uns. Voilà. C'est donc le transfert de la restauration et de la gestion de l'ouvrage de la RAC. Alors, j'ai pas de photo. La RAC, c'est juste quand vous êtes à la pointe de l'Aiguillon, vous avez donc le polder ostréicole avec deux ouvrages. Et juste après, donc, il y a le canal de la RAC et un ouvrage qui est en très mauvais état. Il appartient à l'ASA Vallée du Lay, aujourd'hui, hein, dans ces termes. Et donc... il a déjà été labellisé en 2014. C'est-à-dire qu'en clair, il a les fonds qui sont prêts à venir à une seule condition, que ce soit une collectivité qui le porte. Hein, sinon, l'ASA Vallée du Lay ne peut pas donc, avoir l'argent du fonds Barnier, et y compris donc, les autres qui suivent. Il pourrait peut-être avoir ceux du département s'ils veulent. Voilà. Et donc... cette action est validée. La hauteur va être modifiée, c'est-à-dire que la décision qui est prise suite à l'avenant que je viens de vous présenter tout à l'heure, c'est que l'ensemble des ouvrages de la baie, qui vont être faits en grande partie, vont avoir des hauteurs au-delà des digues à côté. L'objectif, hein, c'est qu'ils résistent et qu'ils ne soient pas, eux, surversés. Puisque c'est des risques après. Hein, quand on prend le canal, ça pourrait même monter jusqu'à Luçon, mon cher ami, à côté là. Hein, si ça prend dessus la pointe aux herbes. Et donc on sait que c'est important pour... Voilà, c'est important, donc surtout sur celui de la RAC, puisque vous savez que au bout de la RAC, il y a l'Aiguillon-sur-Mer. Et l'Aiguillon-sur-Mer a des risques par ce secteur-là de recevoir de l'eau en cas de catastrophe nouvelle. Voilà, donc cet ouvrage... Il y a une convention qui a été par le secrétaire général de la préfecture qui suit ce dossier donc, pour traiter l'affaire entre l'ASA Vallée du Lay, la commune et le syndicat mixte Marais Poitevin Bassin du Lay, dont M. Joël Bory est le président, ici même. Une convention donc, a été signée entre le syndicat mixte Marais Poitevin Bassin du Lay et l'ASA Vallée du Lay, et un avis est demandé évidemment à la collectivité que nous sommes. Pourquoi? C'est parce que quand M. Bory demandera de réaliser les travaux, hein, le jour, il faudra payer. Et puis, le montant prévisionnel de ces travaux, c'est d'1 600 000 euros. Il y en a 323 000 euros au maître d'ouvrage, si on obtient 80% de subvention. On va essayer d'avoir. Donc, c'est important. Donc, on donne un avis favorable à ce transfert de la restauration et de la gestion de l'ouvrage. J'insiste beaucoup sur ce mot. On donne un avis favorable au transfert des parcelles donnant accès, évidemment, à l'ouvrage pour sa gestion courante, à la réalisation des travaux d'entretien, de restauration et de grosses réparations. Et donc, on fait sous le même modèle que l'on a fait pour les portes du Brau, qui se situent en amont du pont de l'Aiguillon. Donc, on sollicite donc, à ce que l'ASA Vallée du Lay participe donc, avec une indemnité qui doit se discuter, bien sûr, selon la taxe que l'on va mettre en place.
Voilà, si je peux répondre à des questions sur cet ouvrage précis, qui est un peu en avance sur le reste. Donc le reste à payer par la communauté de communes, ça sera payé par la taxe GEMAPI? Il y a deux solutions. Soit c'est la ZAM, mais il faut qu'on discute, puisque on retrouve les mêmes. Hein, ou soit c'est la GEMAPI qui prendra cela, bien sûr. La taxe GEMAPI, je ne vais pas en parler ce soir. Hein. Non, j'avais des questions. Je crois que c'est un peu tôt. Non, je n'en parlerai pas ce soir. Non, mais c'était pour savoir comment on va financer. Où c'est le budget général? Ou est-ce que c'est l'ASA? Dans l'idée de cette délibération, c'est bien que la part non subventionnable sera prise en charge par l'ASA, la Vallée du Lait. Voilà, c'est l'objet de la délibération de ce soir. C'est le modèle. L'ASA ne peut pas bénéficier des 80% Non, mais de subvention. c'est important à préciser quand même. Une question comme ça, monsieur Froment, on peut peut-être diminuer les attributions de compensation de la Saint-Radégonde, mais ça ne va pas marcher, non? Ah ben, on l'a déjà pas beaucoup. Donc on sait bien qui... voilà, non, mais moi je ne suis pas contre qu'on fasse des restaurations, c'est pour le bien de tout le monde. Mais il y a un moment, il faudrait bien se poser la question qui paie. Voilà, c'est tout. Donc maintenant, on sait que c'est l'ASA qui prendra la part. On fait un montage. Le reste à charge, donc voilà. Donc, on fait un montage. Pour l'instant, on fait un montage. J'espère qu'ils vont... On n'en est pas là, on est encore pas... On est dans l'acceptation de ce transfert pour que on étudie le dossier. Après, on vous présentera évidemment l'ensemble de ces dossiers, parce qu'il n'y a pas que celui-ci, hein, je vous rassure, hein, et on vous les présentera dans un ensemble, et il y aura donc les transferts des communes, il y a les transferts possibles des mises à disposition des certaines ASA, et puis voilà, il y en a d'autres qui sont déjà la propriété des syndicats mixtes. Voilà, donc il y a un panel qu'on vous présentera qui est un peu plus complexe que cela. Oui, Joël. Oui, je voulais juste préciser comme ça que par rapport à l'ASA, donc ne pouvait pas bénéficier de ces 80% de subventions. C'est bien pour ça que c'est le syndicat mixte qui en prend la maîtrise d'ouvrage. Et les 20% restants, normalement, c'est bien la Vallée du Lait. Bon, on sait aussi aujourd'hui que la Vallée du Lait, donc avec les problèmes qu'il y a, on sait qu'il y a des réunions, là encore, qui sont en train de se passer pour savoir si les statuts ne vont pas changer au niveau de la Vallée du Lait, si demain, même si la Vallée du Lait existera, quoi. Alors voilà où on en est. Hein, il y a encore des précisions à apporter. Et autrement aussi, par rapport à ce qui était précisé aussi, cette écluse de la RAC, qui effectivement, si demain cet ouvrage n'était pas réhabilité, il y avait danger pour mes voisins de l'Aiguillon, mais 80-90% de l'eau douce des prises de Saint-Michel passe par la RAC, ne passe pas par l'écluse des wagons qui se trouve, elle, du côté de Trièze, entre mon voisin de Trièze et Saint-Michel. La grande partie de l'eau douce de Saint-Michel passe par la RAC. Alors donc c'est vrai que c'est important. C'est un enjeu important. Un enjeu important, oui. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, il faut le préciser aussi, Jeanne, tu ne l'as pas dit, mais pour cet avenant là tout à l'heure, c'est vrai qu'on aurait peut-être dû le dire tout à l'heure, il y aura une réunion qui va avoir lieu, je pense si c'est vers le 20 ou 25 octobre, une première réunion à Orléans, où après la décision sera prise à Paris vers le 20-25 mi-novembre ou fin novembre, Jeanne. On doit aller fin novembre pour présenter les projets, pour défendre le projet d'avenant. L'enjeu est fort. C'est avoir l'autorisation de faire les travaux, puisque ça commence par ça. Et puis d'avoir les subventions. Bien sûr. Sans subvention, on ne pourra rien faire. Non, on sera pas en capacité. Est-ce qu'il y a d'autres... Est-ce qu'il y a des questions? Parce que c'est un sujet important, Merci, bien détaillé. Mais... Pas de... Oui, Jean-Brice. Là, pour la RAC, l'avantage, c'est qu'on est quand même beaucoup mieux informés que nous avons été pour le gros. Et là, les choses sont beaucoup plus claires, je pense. Hein, et on sait à quoi s'en tenir, plus que ça a été au gros. Merci, Jean. Donc, je vais mettre aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Non, je vous remercie. Pour votre patience. Merci. Le point suivant, Joël. Histoire d'eau, ouais, encore. On reste. Donc, pareil, alors le schéma d'aménagement gestion de l'eau, le SAGE couvre le tiers du département de la Vendée, et 111 communes, 11 EPCL, donc, pardon PCI, ouais, PCL, ouais. PCI, bien sûr, partiellement ou totalement compris sur le territoire. Le SAGE est animé par la commission locale de l'eau. Alors le SAGE, c'est, vous allez dire, ça sert à quoi cette belle chose encore? C'est bien
Nouveau programme de travaux qui est en cours, en préparation avec les différents partenaires du Marais. Restauration de berges, de mares, curage des canaux, continuité écologique, puis reconnexion hydraulique, puis qui sont au programme pour ces prochaines années. Alors bien sûr, on nous demande, c'est un syndicat, donc on nous demande de verser une participation financière. Alors par délibération du 7 mars 2017, ce syndicat mixte a demandé une participation financière des collectivités de l'ensemble du territoire. Et puis pour ce qui nous concerne Sud-Vendée Littoral, donc la participation financière, on est en fin de journée, est de 2 338,90 €, donc qui est calculé d'une part par rapport au potentiel fiscal, à la population et puis la surface du SAGE. Voilà. Donc ce qu'on vous demande, c'est d'accepter le règlement de cette participation de 2 338,90 €, puis d'autoriser Madame la Présidente à signer la convention relative à cette opération. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Jam, oui, vas-y. Moi, je vais compléter un peu, Oui, corriger. tu peux rajouter au contraire. Oui, rajouter, dire que les SAGE ne sont pas le lieu où on décide des actions. Hein, les SAGE, les schémas d'aménagement et gestion des eaux, donc avec une commission locale de l'eau, c'est un lieu de discussion de l'ensemble des acteurs de la gestion de l'eau du bassin versant concerné. C'est un lieu de planification de ces actions-là. Hein, et après, les syndicats mixtes sont le bras armé. D'accord ? Donc la structure porteuse de chaque SAGE peut être un syndicat mixte. Là, c'est le syndicat mixte Marais Poitevin Bassin du Lay. Donc c'est lui qui a un budget annexe pour cette clé. D'autre part, les SAGE ont des obligations de respecter les schémas directeurs au-dessus, hein, donc le SDAGE. Hein. Oui, et évidemment la loi sur l'eau. Donc on a énormément de textes à présenter. Là aussi, c'est assez technique, mais c'est ce travail qui se fait sur l'ensemble du département, enfin le tiers du département, comme tu as dit, pour notre bassin du Lay. Et puis, on travaille pollution, on travaille... C'est aussi une logique, j'allais dire, de ce document de planification qui est élaboré à l'échelle d'un périmètre de bassin de versant. Donc, c'est aussi une grande logique, quoi. Plutôt que chacun travaille dans son petit coin, voilà, on fasse quelque chose de plus conséquent sur un périmètre qui est bien plus important que notre petit périmètre syndical ou même intercommunal. Oui, juste un mot. Je n'avais pas repéré, je suis désolé, Joël. Je m'abstiendrai, moi, sur ce rapport, parce qu'on voit à nouveau apparaître un croisement du potentiel fiscal et de la population. Je vous rappelle qu'on est ici en séance communautaire avec uniquement le calcul de nos populations pour siéger, et on voit à nouveau apparaître le potentiel fiscal. Donc soit on le fait apparaître partout, y compris dans la représentativité de nos communes, soit on le fait apparaître nulle part. Donc c'est une position de principe. Pour le reste, je suis d'accord avec le travail du SAGE. Les statuts ont été faits comme ça aussi, donc c'est pas nous qui en sommes forcément responsables. On applique ce qui nous a été suggéré. Pas d'autres questions? Donc je vais mettre aux voix. Non, oui, y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Une abstention? Oui, merci. Le point suivant concerne le contrat local de santé, c'est Jacques Motet. Ça va là? Oui, ça va mieux, d'accord. Donc, devant les problématiques que nous avons sur notre territoire, l'Agence régionale de santé nous a proposé de mettre en place un contrat local de santé. Ce projet a été présenté à la Commission sociale santé en avril 2017. Il permet donc, sur un territoire donné, de décliner la politique et les orientations définies dans le projet régional de santé, en s'appuyant sur des dynamiques locales. Il permet aussi pour les élus et les partenaires professionnels de s'accorder autour de priorités communes, de mettre en cohérence les politiques qui ont un impact sur la santé, le sanitaire, le logement et le médico-social, connaître et reconnaître les actions de chacun, mutualiser les ressources et les moyens, et aussi améliorer les parcours de santé des personnes. Donc le contrat local de santé concourt à améliorer la fluidité des parcours de santé, à réduire les inégalités sociales, territoriales et environnementales de santé, à développer la prévention, à encourager la participation des habitants
Il concourt à anticiper les problématiques de démographie médicale. C'est un projet fédérateur contractualisé entre l'ARS, les collectivités territoriales, mais aussi d'autres acteurs, notamment les services de l'État, le conseil départemental, les professionnels de santé, les établissements de santé, l'assurance maladie, les acteurs des établissements sociaux et médico-sociaux, les associations et bien sûr les usagers. Ce contrat serait conclu en juin 2018 avec une phase de diagnostic partagée de septembre 2017 à juin 2018. Ce diagnostic est pris en charge en intégralité par l'ARS. Une méthodologie de travail est conjointement proposée par le bureau d'études ICONE et l'ARS avec la mise en place d'un comité de pilotage et de commissions thématiques. Suite au diagnostic, l'ARS suggère d'élaborer un plan d'action qui repose sur 3 axes prioritaires: prévention, promotion de la santé, santé-environnement, accès aux soins, offre de santé, éducation thérapeutique du patient, le parcours, personnes âgées, personnes vivant avec un handicap ou un trouble psychique, personnes vivant avec une maladie chronique, personnes en situation de précarité. Donc je vous propose d'autoriser le lancement d'une procédure de diagnostic dans le cadre du contrat local de santé sur le territoire de notre communauté de communes, de prévoir les crédits nécessaires au budget et autoriser, Madame la Présidente, à passer et signaler tous les documents relatifs à ce dossier. Voilà. Et on en mesure l'importance sur notre territoire. Voilà. Ce travail de diagnostic va certainement mettre en exergue des choses qu'on connaît, mais je pense que c'est un outil, ce sera un outil primordial sur le développement de notre territoire, sur le projet de territoire dans sa globalité. Il n'a pas pour objectif de répondre à l'immédiateté des problèmes, bien sûr, notamment concernant le manque de médecins. Mais bon, je crois que l'objectif, c'est d'anticiper les choses. Voilà. Oui, tout à fait. C'est aujourd'hui important de l'avoir. C'est aussi, même si en effet ça ne répond pas à l'immédiateté, là je te rejoins complètement, c'est tout de même un vecteur un peu favorisant dans l'esprit des médecins de savoir qu'une collectivité a pris le dossier à cœur et est complètement conscient des difficultés d'installation, des difficultés pas seulement que les médecins de proximité, de tous les secteurs médicaux, et qu'elle y travaille avec les moyens qu'elle peut avoir. Donc je vais le mettre aux voix. Une question, s'il vous plaît. Oui, pardon, René, excusez-moi. Non, j'ai juste, c'est pour mon information. La télémédecine là-dedans, elle ne paraît pas? Ça en fera partie certainement, mais bon, c'est un élément certainement. D'accord, mais parce que je trouve que c'était pas mentionné, on avait marqué soins et autres. Bien sûr, ça fait partie de l'accès aux soins, de l'offre de santé, tout ça, voilà, tout simplement. Non, mais d'accord, c'est bien. Non, mais moi je suis favorable, il n'y a pas de souci. Oui, Jean-Yves, oui. Je voulais simplement apporter une précision. Mardi soir, donc lors de la commission enfance-jeunesse, moi j'ai sollicité Jackie en particulier pour qu'on puisse faire cause commune dans le cadre du diagnostic, puisque on s'engage dans une démarche, donc convention territoriale globale, et inévitablement, même si notre propos à nous, c'est pas de s'attacher aux aspects de santé, mais il n'empêche qu'on touche un public qui est également concerné par le contrat local de santé quand on parle de personnes ou de familles en situation de précarité. Et donc, ce que l'on propose, alors sous réserve bien sûr que l'ARS accepte cette transversalité ou cette complémentarité, de s'associer donc aux divers, notamment au questionnaire qui sera élaboré et diffusé auprès de la population. Vous voyez, c'est pour aussi que optimiser, montrer, globaliser, optimiser, et que la démarche soit vraiment partagée par l'ensemble, je dirais, des forces vives de la communauté de communes. De surcroît, on se lance forcément dans ces démarches. Elles nécessitent tous une phase de diagnostic. Donc l'intérêt, c'est en effet de les globaliser pour qu'on ait une synthèse qui recueille tant la jeunesse, l'enfance, la santé, tous les pôles importants sur notre territoire. Oui, c'est aussi le cas pour les aînés notamment et les anciens dans le contrat qui est proposé par la MSA. Voilà. Donc tout ça, effectivement, il faudra globaliser et optimiser tout ça, effectivement, de façon à éviter que chacun travaille dans son coin. Y a-t-il des questions ou des observations sur ce point? Non, dans ces cas-là, je le mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. L'ordre du jour pour ce soir est terminé. Je vais donc clore cette séance.
Brigitte, oui, juste, présidente. Pardon, oui. excuse-moi. Non, mais juste un petit mot, c'était pour dire, hier soir, on avait une réunion qui était importante. Enfin, j'ai mon collègue président ou vice-président chargé des bâtiments. Bah oui, non, mais tu présides quelque chose quand même, René. Et donc la commission équipement sportif, on a eu la chance de visiter à notre demande la piscine. Donc on a fait voilà, le grand bassin est en eau, les choses avancent bien, quoi. Donc c'était une excellente visite. Enfin, tout le monde a bien apprécié hier soir. On aura un bel outil qui sera fonctionnel. Donc on rappelle aussi le 18 novembre, président. Tout le monde sera en maillot de bain sur le bord des... Le 18 novembre, Enfin, peut-être normalement, inauguration de cet beau centre aquatique. Donc vous avez déjà les horaires, les tarifs, tout est au point à ce niveau-là. Je vous remercie.